Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus dans cet amphithéâtre de mathématiques. Il n'est pas forcément évident à trouver pour des étudiants en droit, même si c'est à peine une centaine de mètres de la faculté de droit, d'avoir pris le temps peut-être sur vos cours, ou vos TD, ou même vos révisions pour certains. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Winter, qui est avocat au barreau de Paris, Cour d'appel de Paris, à la Cour de Paris, comme on dit habituellement, qui est un avocat important pour le sujet, tout simplement parce que c'est un avocat pénaliste qui plaide en assises, qui fréquente donc les prisons en qualité d'avocat. Mais c'est aussi un avocat parce que il est l'avocat probablement d'un des plus grands syndicats de personnel pénitentiaire. Et il a eu l'occasion, dans des procès d'assises, de représenter les intérêts de ce syndicat ou de son personnel qui avait été impliqué dans des tentatives d'évasion, des évasions, dans tous les cas des événements relativement tragiques. Malheureusement, nous avions invité deux personnes, le représentant de ce syndicat, Jean-François Forget, qui est son secrétaire national. Alors, le libellé exact de ce syndicat, c'est Union fédérale autonome pénitentiaire, donc, qui est un syndicat particulier, propre à la profession. Il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que malheureusement, il avait un emploi du temps très chargé. Il faut l'avouer, il a loupé son train. Donc, il serait arrivé trop tard, malheureusement, pour pouvoir prendre la parole. Donc, je vous prie de l'excuser. Je parle en qualité de directeur de l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Strasbourg, et donc responsable de la formation de 460 étudiants cette année. On a un nombre très important d'étudiants que nous accueillons depuis quelques années qui va croissant, qui se prépare donc à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, au concours de la magistrature, au concours de greffier, au concours de la police et autres. Et en qualité de directeur de l'Institut d'études judiciaires, j'ai été surpris ces dernières années de constater que la question de la prison n'était quasiment pas étudiée dans le cadre du cursus universitaire. Alors, de façon générale, il n'y a aucun cours jusqu'à hauteur de 4e année sur l'exécution des peines et le système carcéral. Il y a quelques développements, si le professeur en a le temps, en 2e année sur, je crois que c'est en 2e année sur le droit pénal général avec les infractions et l'exécution des peines. Mais la question de la prison, de l'enfermement, la question de l'exécution des peines n'apparaît pas. Il y a quelques développements qui sont proposés avec intelligence et beaucoup de compétences dans le cadre du master de droit pénal et sciences criminelles, mais c'est vraiment une toute petite fraction de ces enseignements dans ce master qui est pourtant très spécialisé. Donc c'est un manque parce que, bien évidemment, en matière pénale, la question de la prison, elle est quasiment centrale, ou en tous les cas absolument essentielle. Pourquoi ce manque ? Je pense que malheureusement nos études de droit sont des études assez techniques, que la dimension des sujets pluridisciplinaires échappe à certains programmes juridiques d'enseignement. Or, justement, la prison exige une approche pluridisciplinaire pour être comprise, pour être maîtrisée. La prison, bien évidemment, dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, c'est une institution où on exécute des peines prononcées par un juge. Il y a un dispositif d'accompagnement avec un juge d'application des peines, etc., etc. Mais la prison, c'est aussi une histoire, d'abord, l'histoire de l'enfermement, qui a débuté au Moyen-Âge, et peut-être même avant. Et puis, c'est aussi une sociologie, parce que on s'aperçoit que tout le monde ne va pas en prison et que bien souvent, ce sont les marginaux, les exclus qui sont le plus menacés de prison, les plus fortunés, les plus à l'aise,
vont rarement en prison. Tout cela, eh bien, cela forme un mode de vie, un mode d'évolution que la sociologie approche, mais que les étudiants en droit ne connaissent pas. Et puis, il y a aussi la psychologie, et puis il y a aussi la médecine qui s'intéresse à la prison. Et pourtant, l'étudiant en droit n'aura jamais l'occasion, dans un cursus ordinaire, de rencontrer un éducateur spécialisé, un représentant de l'administration pénitentiaire ou autre. Donc on est là face à un paradoxe tout à fait surprenant, à la fois une institution essentielle et puis en même temps une institution qui est peu, voire pas du tout étudiée en faculté de droit. Je pense que c'est important parce que il faut, à mes yeux, que nos facultés, nos études juridiques reprennent la main et proposent aux étudiants des sujets d'études tels que la prison qui exigent à la fois une entrée juridique, mais aussi une entrée sociologique, une entrée même économiste par certains côtés, pour pouvoir l'appréhender et devenir de véritables juristes qui s'intéressent en particulier au système pénal et à la procédure pénale. Donc voilà la première raison, et qui m'apparaît fondamentale, pour laquelle j'ai choisi d'inviter Pascal Winter et Jean-François Forget. La deuxième raison, eh bien, elle tombe quasiment sous le sens. La question de l'enfermement, la question de la prison, c'est une question grave aujourd'hui parce que le système carcéral est en crise. Alors, le système carcéral est en crise, cela signifie tout simplement que, eh bien, il y a une surpopulation, que l'effet de réinsertion et de correction de la prison ne fonctionne pas, et que dans de très nombreuses prisons, il y a beaucoup de récidivistes. En prison, il y a des malades mentaux en très grand nombre qui ne sont pas soignés. Et puis les plaies de la prison sont nombreuses. Et donc, en qualité de juriste, il me semble important aussi de pouvoir vous permettre de réfléchir sur cette crise du système pénitentiaire et peut-être d'esquisser aussi quelques idées de réforme, de transformation qui soient un peu originales. Parce que les idées de transformation et de réforme, on en a depuis très longtemps. Diminuer le nombre de personnes incarcérées, multiplier la construction de prisons, enfin, de très nombreux rapports évoquent des solutions relativement stéréotypées. L'idée aussi de cette réunion de ce soir, c'est peut-être de vous permettre de repartir avec des idées originales, des idées qui peut-être vous permettront d'être moins désabusés lorsque vous prendrez connaissance au travers d'un article d'émeutes en prison, de suicide en prison. Je crois avoir lu encore très récemment que le taux de suicide en prison est 4 fois plus élevé que dans la société française. Donc, éviter de céder au découragement, peut-être pour un juriste, ça peut être précieux parce que ça peut donner envie de faire que les choses se changent. Et puis, peut-être aussi, cela peut stimuler une activité professionnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. L'idée est la suivante, c'est Maître Winter va prendre la parole pendant un petit moment, une quarantaine de minutes environ. Et puis surtout, il a souhaité que cette réunion soit un échange avec la salle, avec l'amphithéâtre, et que vous lui posiez des questions de telle sorte que le dialogue se fasse sur la base, au moins en partie, de vos interrogations. Cela lui est apparu comme absolument essentiel. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais renouveler mes remerciements à Maître Winter qui s'est déplacé depuis Paris pour venir évoquer ce sujet compliqué, pénible par certains côtés. Et puis, je reprendrai peut-être la parole pour ensuite distribuer la parole lors de l'échange, étant entendu que lors de cet échange, il faudra respecter la discipline qui consiste à ce que je vous transmette le micro pour pouvoir poser la question, parce que nous avons la chance d'avoir avec nous le service audiovisuel de l'université qui va enregistrer cette conférence
et il sera possible de la visionner sur le site web de l'Institut d'études judiciaires, iej.unistra.fr ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus très exactement de l'adresse. Dans tous les cas, cela vous permettra peut-être de revoir certains passages et surtout permettre à ceux qui sont absents ou qui n'ont pas pu se déplacer de pouvoir visionner cette conférence. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Pascal Walter. Je ne sais pas si je parle avec un micro. Si on m'entend... Non, mais il faut parler avec le micro. Il faut parler au micro pour que ça s'interroger. Bon. Bonsoir. Je ferai d'abord une remarque préliminaire. Je connais Quentin Urbain depuis longtemps et les professeurs sont encore pires que les avocats. Quand ils doivent présenter en 2 minutes, ils sont beaucoup plus détaillés. Ils vous volent la vedette. C'est une habitude. On croit que les avocats sont les plus grands parleurs, mais les professeurs se le sont finalement beaucoup plus. Puisque Quentin a dit déjà beaucoup de choses, mais je l'en remercie. J'allais commencer en disant, finalement, je vous trouve bien nombreux à venir pour une conférence sur la crise du système pénitentiaire. Je dirais parce que d'abord, la crise, on vous parle de la crise dans tout. Il y a la crise de l'éducation, la crise du système judiciaire. Alors, encore une crise supplémentaire, est-ce qu'on en a besoin d'en parler? Et celle du système pénitentiaire, je pense que pour la plupart d'entre vous, comme l'a dit effectivement Quentin, vous me permettrez de l'appeler Quentin, ça ne vexera pas. Je le connais depuis assez longtemps. C'est vrai qu'on dirait que le système pénitentiaire, la prison, ce n'est pas un sujet particulièrement gai ni folichon. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique. La prison est un monde fermé. C'est un monde fermé, j'y reviendrai. C'est un monde qui est non seulement fermé, mais qui veut rester souvent fermé et qui fait que l'on en parle la plupart du temps que quand il y a une évasion ou quand un politique va en prison ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, vous aurez très peu de choses sur les prisons ou alors, effectivement, l'événement spectaculaire. Mais très peu, et Quentin l'a rappelé, très peu de débats, très peu de réflexions ou alors des clichés sur lesquels on reviendra peut-être et un peu des stéréotypes sur ce qu'est la prison. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, venir parler de la crise du système pénitentiaire, ça pourrait apparaître pas très intéressant. Je vous dirais simplement, et on l'a rappelé par expérience personnelle, en tant qu'avocat qui faisait beaucoup de pénal et défendait beaucoup de gens en prison, et ensuite, paradoxalement, continuant, ayant connu des surveillants de prison et défendant effectivement le principal syndicat de surveillants, ce qu'on m'a d'ailleurs souvent posé comme question, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Je dirais qu'il n'y a pas de contradiction parce qu'effectivement, la prison, quand on y connaît, quand on la réfléchit, est un endroit certes difficile, mais sûrement un endroit où il y a aujourd'hui le plus de choses à faire et où il faudrait effectivement que beaucoup de gens s'y intéressent beaucoup plus. En particulier, c'est vrai, des gens, des juristes et des gens qui s'intéressent au droit parce que c'est un monde où le droit, pendant très longtemps, n'a pas été beaucoup présent. Et je dirais d'ailleurs, pourquoi la prison est aussi importante, c'est qu'il faut savoir, je vais dire en une phrase, quand je dis crise du système pénitentiaire, vous savez, c'est quelque chose de très simple. La prison, ça concentre tout le reste. Dire que la prison, c'est exactement comme la société, c'est une société en concentré. Une société en concentré, dire c'est un endroit où il y a effectivement des rapports de force, pour ne pas dire des rapports de classe comme on disait avant. Dire vous avez des gens qui ont des moyens, des gens qui n'en ont pas. Vous avez des gens qui sont organisés, des gens qui ne le sont pas. Vous avez un système effectivement de contrôle. Vous avez un système effectivement d'organisation donc par groupe. Vous avez un système où le droit est assez peu présent et avec un paradoxe, on y reviendra, c'est qu'on parle de droit, on va revenir sur le droit, vous faites beaucoup d'études de droit, mais par définition dans la prison, les gens qui sont en prison sont des gens qui ont un moment enfreint de droit. Donc vous êtes dans un lieu où on va parler de droit alors que les gens qui sont là, la plupart du temps, le sont parce qu'ils n'ont pas justement respecté le droit. Donc la prison est un monde, si vous voulez, en concentré de toutes les difficultés que l'on a dans la société, de rapports de force, d'inégalité, de pouvoir, de corruption éventuellement, de conflits d'intérêts, et tout ça dans un monde du silence. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, je dirais que l'administration pénitentiaire qui dirige le monde pénitentiaire avait tendance à considérer que moins on parlait de la prison, mieux on se portait. Et que la prison, c'était le monde du silence, point à la ligne. J'ai un jour dit aux gens du syndicat, vous devriez faire prison porte ouverte, un peu un paradoxe, vous devriez vous exprimer à l'extérieur, vous devriez, entre guillemets, ouvrir la prison, et quand vous dites ça, les gens vous regardent en vous disant de quoi ils parlent, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, la prison, si on veut sortir de la crise de la prison et du système pénitentiaire, un des éléments, c'est qu'on en parle, que les gens en parlent, qu'on s'y intéresse et que des gens regardent ce qui se passe à l'intérieur et non pas que ce monde reste un monde complètement clos, comme il l'est encore beaucoup trop aujourd'hui.
Donc, crise du système pénitentiaire, parce que crise, effectivement, de la société et crise, rapport de force particulièrement violent dans les prisons. J'y reviendrai un peu en détail. Jean-François Forget aurait dû un peu détailler. J'essaierai de reprendre ce qu'il aurait peut-être dit tout à l'heure. Alors, peut-être avant de revenir sur ces manifestations de la crise et quand même, malgré tout, comment réfléchir à des pistes, comme le disait Quentin, pour ne pas être des pessimistes impénitents, mais des gens qui ont des envies de faire des choses. Bon, peut-être quelques rappels, d'abord très rapides pour ceux qui seraient un peu moins informés. Je rappelle quand même que quand on parle de système pénitentiaire, donc on parle de la prison, qui est aujourd'hui, enfin qui était jusqu'à récemment le mode de sanction principal des infractions de condamnation aux infractions pénales. Vous aviez en gros l'amende et la prison. Depuis peu, comme vous le savez probablement, effectivement, il y a des alternatives à la prison et la loi de 2009, on y reviendra peut-être dans le débat, je ne vais pas trop détailler, a même théoriquement mis comme principe que pour les délits les moins importants, normalement, le principe était d'éviter la prison, ce qui est une théorie, on y reviendra peut-être dans le débat, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait ça. Donc effectivement, aujourd'hui, la prison, vous le savez probablement, est le mode de sanction le plus couramment appliqué, à l'exception de l'amende, par les tribunaux correctionnels ou par les cours d'assises en France. Donc la prison, peut-être vous le savez aussi probablement, est théoriquement répartie. Vous allez en prison dans 3 endroits possiblement différents. Le premier, qui est ce qu'on appelle les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, comme leur nom l'indique, théoriquement, devraient être le lieu où sont mis en détention ce qu'on appelle normalement les gens en détention provisoire, dire quand vous allez en prison avant votre jugement, dire que les gens qui vont en prison dans ce qu'on appelle des procédures d'instruction, correctionnelles ou criminelles, donc c'est ce qu'on appelle la détention provisoire, dire vous allez en détention avant d'être jugé parce qu'on considère que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous devez déjà être mis hors circuit normal, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle les gens en détention provisoire. Donc normalement, les maisons d'arrêt devraient normalement ne regrouper que les gens en détention provisoire et ce qu'on appelle les très courtes peines. Normalement, théoriquement, jusqu'à moins de 2 ans pour les gens condamnés à des peines de prison. Vous avez ensuite, théoriquement, ce qu'on appelle les centres de détention, qui sont, pour simplifier, les gens qui sont condamnés, on va dire, à qui reste à faire comme une peine de prison entre 2 et 5 ans, normalement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les centrales, qui, normalement, donc, regroupent ce qu'on appelle les longues peines, c'est-à-dire des gens qui ont, en gros, plus de 5 ans de prison à faire. On appelle d'ailleurs la réclusion criminelle, et en général, les gens qui sont condamnés à des peines de réclusion criminelle, donc par des cours d'assises, ou dans certains cas par des tribunaux correctionnels, quand il s'agit de longues peines pour des stupéfiants ou des peines, essentiellement les stupéfiants qui sont dans les peines délictuelles, celles qui amènent le plus de peines assez longues, au-dessus de 5 ans ou de 8 ans, qui sont ce qu'on appelle le début des longues peines. Donc théoriquement, vous avez, en théorie, dans le système pénitentiaire, trois, les maisons d'arrêt, les centres de détention et les centrales. Dans les centrales, normalement, vous devez obligatoirement être 1 par cellule et vous devez avoir un travail, puisque c'est pour les longues peines. Ça, c'est à peu près respecté, en tous les cas, on va dire, dans les centrales. Mais le problème, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui sont condamnés à de longues peines, les centrales, pour respecter ce problème-là, fait qu'il y a trop de gens. Donc en attendant, vous avez beaucoup de gens. Les centres de détention entre 2 et 5 ans sont des systèmes intermédiaires. Le principal problème vient des maisons d'arrêt, parce qu'en réalité, dans les maisons d'arrêt, entre les gens qui attendent pour aller dans un centre de détention ou d'aller dans une centrale, les gens qui sont en détention provisoire, les gens qui ont des courtes peines, principalement, les maisons d'arrêt sont les endroits qui sont les plus surchargés. C'est-à-dire que vous savez, pour donner des chiffres, qu'il y a théoriquement 57 000 places de prison en France et qu'il y a 67 000 détenus aujourd'hui, et que c'est principalement dans les maisons d'arrêt que le problème existe de surpopulation. Et par ailleurs, le problème étant que dans ces maisons d'arrêt, la plus grande difficulté, c'est qu'elles concentrent en même temps des gens donc en détention provisoire, des gens qui sont des courtes peines, et donc dans les gens en détention provisoire, des gens qui, comme on dit, entre guillemets, passez-moi l'expression, ont des profils relativement dangereux, c'est-à-dire des gens qui passent, qui sont en attente d'être jugés, qui peuvent être des gens qui sont en attente d'être jugés pour des faits extrêmement graves. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que les maisons d'arrêt... sont surpeuplés, donc les gens ne sont évidemment pas 1 par cellule, comme dirait la loi, mais sont 2, 3, 4 par cellule assez fréquemment. Dans beaucoup de maisons d'arrêt, vous avez les gens prévus pour 1 place, ils sont 2, prévus pour 2 places dans une cellule, ils sont 4, etc. Et deuxièmement, les maisons d'arrêt, je le dis,
regroupe des gens qui sont de nature très différente, qui fait qu'il y a dans les maisons d'arrêt des problèmes graves de cohabitation, on y reviendra peut-être dans le débat, mais des problèmes de cohabitation très difficiles, parce que vous avez effectivement quelqu'un qui, à la limite, se retrouve en prison parce qu'il n'a pas payé ses contraventions et qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la contrainte par corps. Vous n'avez pas payé des contraventions, à un moment, si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez vous retrouver en prison pour 1 ou 2 mois, 3 mois, parce que ça existe encore, ou non-paiement de pension alimentaire réitéré pour... par exemple, pour des ex-maris, des pères récalcitrants, jusqu'à effectivement des gens qui sont en détention provisoire dans une maison d'arrêt parce qu'ils ont tué 3 policiers ou parce qu'ils ont violé 5 jeunes filles ou parce qu'ils ont effectivement trafiqué 250 kilos d'héroïne. Vous avez dans des maisons d'arrêt... à Paris, les maisons d'arrêt autour de Paris, mais aussi en province. Bon, on connaît Fresnes, Fleury-Mérogis autour de Paris, mais sûrement la maison d'arrêt de Strasbourg que je connais moins. Vous avez donc ce mélange de gens qui sont des gens qui devraient théoriquement pas être en prison, d'ailleurs pour certains encore aujourd'hui, avec des gens qui ont déjà fait des années de détention et qui se retrouvent là de manière, j'allais dire, quasi habituelle. Vous avez aussi, d'ailleurs, dans les maisons d'arrêt, on pourrait y revenir dans le débat tout à l'heure, je viendrai, mais des gens, effectivement, donc condamnés définitifs et des gens qui sont présumés innocents. Avec le paradoxe, on y reviendra aussi dans le débat, je ne veux pas être trop long au début, vous verrez dans le paradoxe, que paradoxalement aujourd'hui, les gens qui sont en détention provisoire, ils sont présumés innocents, puisque vous savez, théoriquement, puisque vous faites un peu de droit pour certains d'entre vous, que la loi pénale dit que normalement on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été condamné. Donc des gens en détention provisoire qui sont présumés innocents, qui ont beaucoup moins de droits que des gens qui sont condamnés. Pour donner un exemple simple, on y reviendra dans le débat aussi, mais un condamné aujourd'hui, un condamné définitif a le droit de téléphoner régulièrement. Quelqu'un qui est en détention provisoire n'a en réalité pas le droit de téléphoner aujourd'hui dans la pratique à sa famille, etc. C'est un paradoxe, alors qu'il est présumé innocent. Donc voilà, ça c'était pour le système pénitentiaire, c'est donc ce type de détention. C'est effectivement aujourd'hui, je l'ai dit, 67 000 détenus, 45 000 surveillants et une administration qui dirige ça, une administration pénitentiaire qui, je disais tout à l'heure, a un pouvoir, enfin je disais, on y reviendra, un pouvoir très important, qui est une administration, il n'y a pas de représentant ici, donc je n'aime pas parler contre les absents, mais qui pour moi est encore à peine sortie du Moyen-Âge. C'est probablement dans les administrations françaises, probablement la plus arriérée, ou une des plus arriérées aujourd'hui. Une administration, je l'ai dit, qui cultive le silence, le non-dit. Vous demandez à l'administration pénitentiaire des chiffres sur un certain nombre de choses, ils ne vous les donneront pas. On préfère ne rien dire, ne rien savoir. Et c'est en même temps une administration qui a un pouvoir important, puisque elle a un pouvoir de sanction interne. Et il faut savoir que l'administration pénitentiaire, par exemple, a entièrement pouvoir sur les lieux de détention. Vous savez que dans une prison, vous le savez peut-être pas, mais par exemple dans une prison, le juge n'a pas de pouvoir sur la prison. L'administration pénitentiaire a le pouvoir sur le lieu de détention et peut décider de faire rentrer qui elle veut. C'est le seul endroit en France où effectivement vous ne pouvez pas rentrer sans accord de l'administration pénitentiaire, ou même un juge ne peut pas rentrer dans une centrale ou dans une maison d'arrêt sans l'accord de l'administration pénitentiaire, qui dépend certes du ministère de la Justice, mais qui est comme une administration autonome, et qui a donc un pouvoir important. Quand je disais l'exemple ne peut pas rentrer, je donne parce qu'il y a un exemple dans un procès où la question s'est posée de la reconstitution, qui est une évasion, pour ne pas en parler, l'évasion d'Antonio Ferrara, certains ont peut-être entendu parler il y a quelques années, qui a donné lieu à un procès qui impliquait Antonio Ferrara, pas mal de gens, des Corses, un avocat et beaucoup de gens. S'est posé la question effectivement de la reconstitution de se déplacer sur les lieux, ce qui est normalement un pouvoir du président d'une cour d'assises. Le président de la cour d'assises ne pouvait pas, même s'il avait été d'accord, décider de faire la reconstitution dans la maison d'arrêt de Fresnes sans l'accord de l'administration. Alors qu'il peut l'imposer, il peut imposer par exemple de faire une reconstitution dans une rue ou dans n'importe quel lieu public, et demander que les forces de police fassent son service. Dans une prison, vous ne pouvez pas le faire si l'administration pénitentiaire ne le veut pas. Donc c'est un lieu où l'administration pénitentiaire a un pouvoir important. Il faut savoir aussi que l'administration pénitentiaire a effectivement un pouvoir disciplinaire interne vis-à-vis des surveillants et vis-à-vis des détenus, même si, par rapport aux détenus, on y reviendra,
il y a des interventions de l'appareil judiciaire aujourd'hui, mais l'administration pénitentiaire a encore un pouvoir disciplinaire important. Elle peut sanctionner les détenus, elle peut sanctionner les surveillants. C'est une administration qui a aussi un service interne d'inspection qui peut sanctionner de manière très lourde les surveillants, et donc un pouvoir disciplinaire vis-à-vis des détenus comme vis-à-vis des surveillants, qui est un pouvoir que n'a aujourd'hui, je pense, à ce niveau-là, peut-être au sein de la police des polices, mais qui est à peu près le seul service où l'administration pénitentiaire a un rôle aussi important. Vous savez probablement peut-être aussi, d'ailleurs, que dans l'administration pénitentiaire, signe de son rôle particulier, il n'y a pas le droit de grève pour les surveillants de l'administration pénitentiaire. Ça fait partie des seuls fonctionnaires de ce point de vue-là, avec les services de police et les militaires, qui sont les seuls qui n'ont pas aujourd'hui encore le droit de grève, de se rassembler ou même de cesser le travail de manière temporaire et même de manifester devant une maison d'arrêt. C'est encore aujourd'hui interdit aux surveillants. Donc c'est un système, le système pénitentiaire et l'administration pénitentiaire très particulier aujourd'hui, qui a donc encore une fois un rôle, un fonctionnement interne de contrôle assez limité, dans lequel, assez récemment et depuis peu, l'appareil judiciaire et le judiciaire et le droit sont intervenus. Mais il faut donc savoir, quand on parlait de crise, que jusqu'à très récemment, et dans la pratique encore aujourd'hui, le système pénitentiaire est un système assez fermé sur lui-même, où peu de gens extérieurs interviennent et où à l'intérieur, la hiérarchie, le sens, l'obligation, si vous voulez, de respecter toutes les directives, l'interdiction vraiment de contester est encore très présent. On disait, c'est juste une aparté de quelques secondes puisqu'il n'est pas là, le représentant de l'UFAP, et ce n'est pas du tout pour faire de la publicité pour l'UFAP, mais qui est aujourd'hui le principal syndicat, qui sont des gens issus des années 80, disons, de l'arrivée dans les prisons de surveillants, de gens qui sont devenus des gens qui eux-mêmes avaient une formation scolaire plus importante, et donc l'arrivée assez massive de gens, disons, se posant des questions, qui a fait un peu changer les choses à l'intérieur de la prison. Il faut savoir qu'il y a encore une vingtaine d'années à peu près, dans l'administration pénitentiaire, il n'y avait qu'un seul syndicat, c'est pas parce qu'il c'était Force ouvrière, mais il n'y avait qu'un seul syndicat qui était du directeur au surveillant. C'était le même syndicat, et en réalité, vous avez un fonctionnement qui était entièrement et strictement hiérarchisé. Vous avez l'administration et le syndicat servaient de contrôle entier au sein de l'administration pénitentiaire. Et en ce qui concerne les détenus, les droits étaient effectivement extrêmement limités. Je l'ai dit, les sanctions disciplinaires pendant très longtemps étaient des sanctions qui n'avaient pas de recours judiciaire. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, à l'intérieur de la prison, quand il y avait des sanctions qui étaient prises contre des détenus, ce qu'on appelait de mettre au cachot, le mitard, vous avez entendu parler, ce qu'on appelle l'isolement, les mises à l'isolement, jusqu'à assez récemment, il y a une dizaine, quinzaine d'années, les détenus n'avaient pas de recours. C'est d'ailleurs, à mon avis, mais on y reviendra dans le débat, dans la question de comment faire évoluer ce système pénitentiaire. Je pense, pour ma part, je dis dès maintenant que l'issue, elle est dans l'évolution aussi bien du statut des surveillants que des détenus. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est une erreur totale d'opposer les détenus aux surveillants, même si évidemment leurs fonctions sont évidemment pas les mêmes et leur rôle n'est pas le même. Mais je pense pour ma part que le droit, un certain nombre de choses doivent évoluer concernant ce couple infernal, j'appelle un peu couple infernal, que sont les détenus et les surveillants, qui sont des gens qui passent la grande partie de leur vie ensemble, et que c'est dans une réflexion sur les droits respectifs de ces deux catégories que la prison évoluera, et non pas en le faisant l'un contre l'autre. On y reviendra peut-être dans le débat, en pensant que les droits des détenus doivent s'opposer aux droits des surveillants ou réciproquement. Quand je dis ça, je ne suis pas d'ailleurs toujours... Je dis aux surveillants, je dis des fois à des associations de détenus, je pense qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus. C'est un peu pour donner un autre exemple qui n'a rien à voir, mais je pense aussi que, par exemple, quand les écologistes pensent que leurs adversaires sont les paysans, ils se trompent d'ennemis. Ça ne veut pas dire que les paysans font toujours des choses bien, mais j'en connais aussi un certain nombre, j'en assiste quelques-uns. Je pense que penser la défense éventuelle de la nature et tout contre le monde paysan est une absurdité totale. Ça doit se faire avec le monde paysan et non pas contre lui. C'était une parenthèse, mais pour dire que de temps en temps, il faut peut-être sortir des réflexions qui opposent les uns aux autres. Et dans la prison, à mon avis, c'est une conviction. C'est une conviction, en tous les cas, personnelle. Alors, je l'ai dit, crise, il y a eu une évolution, la crise du système pénitentiaire. Quentin l'a dit, on y reviendra peut-être dans des exemples précis tout à l'heure, je ne voudrais pas être trop long maintenant.
quand on dit une crise, c'est effectivement le fait, bon, c'est des images, vous avez probablement tous l'idée de la surpopulation carcérale, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas de douche, c'est le fait qu'il y ait des émeutes régulièrement dans les maisons d'arrêt, c'est effectivement le fait que Quentin l'a rappelé, que le taux de suicide est le plus important, évidemment beaucoup plus important que 4 à 5 fois plus au moins que dans le, j'allais dire, hors prison. C'est aussi, mais il est aussi 3 fois plus important que dans la plupart des systèmes pénitentiaires européens, Norvège, Allemagne, etc. Il est entre 2 et 3 fois plus important en France que dans beaucoup d'autres pays de la communauté européenne. C'est aussi comme un chiffre assez impressionnant, c'est qu'en fait, si vous voulez, la première école de la récidive, c'est la prison. C'est-à-dire, si vous prenez les gens qui récidivent, il y a plus de gens qui récidivent dans les infractions pénales quand ils sortent de prison que quand ils n'y ont pas été. Vous avez beaucoup moins de récidives des gens qui sont condamnés, ils ne vont pas en prison, que de gens qui vont en prison. Dire la première école, c'est vrai que c'est une phrase un peu bateau quand on dit la première école du crime, c'est la prison. C'est une phrase évidemment un peu bateau, mais qui malheureusement dans la réalité est exacte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez en prison, vous avez à peu près 10 fois plus de chances de récidiver que si vous n'y avez pas été. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que la prison est ce qui fabrique le plus de gens qui retournent. C'est un constat simple aujourd'hui en France. Contrairement à ce qu'on pense, la prison, certes, pour certaines personnes, devient après ils arrêtent après la première détention, mais dans la majorité des cas, les gens qui vont en détention, ils retournent. Et non pas le contraire. Et évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, et Quentin l'a dit, dans les manifestations de la crise, là aussi, il y aura des tas de chiffres, mais je ne voudrais pas trop vous en asséner maintenant. Quand on regarde, vous avez à peu près un tiers des gens mis en prison qui souffrent de problèmes psychiatriques graves. C'est-à-dire que la prison est évidemment le lieu où on consomme le plus de médicaments par tête, évidemment, d'habitants. La comparaison est où on gave les gens de calmants. La consommation, Jean-François devait être de chiffres, je n'ai pas le chiffre exact, mais là, c'est hallucinant. Je crois que c'est à peu près 10 fois plus de consommation de médicaments que dans une population normale. Et c'est autant que dans les hôpitaux psychiatriques, quasiment. C'est-à-dire que la prison est un lieu de souffrance. Vous n'avez pratiquement pas de gens qui peuvent vous dire... Évidemment, la prison, ce n'est pas de toutes les façons agréable. On ne peut pas dire que la prison doit devenir, comme on l'entend dire, un jardin 3 étoiles, un hôtel 3 étoiles. Mais c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de récidive. C'est un lieu où, je l'ai dit, les rapports de force sont extrêmement durs. Dire toute personne isolée se retrouve souvent victime de rackets ou d'extorsion. C'est un lieu où il y a une crise parce que, au lieu de sortir de prison en étant, sans n'ayant pu apprendre quelque chose, sans n'ayant compris à quoi elle correspondait, la plupart des gens, évidemment, en sortent en recommençant, en récidivant. Je l'ai dit, c'est un taux de récidive, on a le taux de récidive le plus fort d'Europe occidentale. Donc voilà pourquoi c'est un monde de crise, et c'est un monde de crise où effectivement les gens en plus à l'intérieur sont en souffrance et en affrontements violents. Vous avez les affrontements entre détenus, même si effectivement on n'est pas comme certains d'entre vous ont dû voir Le Prophète comme film, même si c'est vrai que c'est pas vrai qu'aujourd'hui quelqu'un peut être égorgé dans une prison sans qu'il se passe quoi que ce soit, évidemment, même si des images que l'on a aujourd'hui, évidemment, de crimes, voire de viols dans les prisons, ne sont pas aussi fréquents et impunis qu'on veut peut-être le dire au cinéma. Il n'en reste pas moins vrai que les violences en prison sont une réalité. Les violences entre détenus, les plus importantes sont les violences entre détenus, mais des violences aussi contre les surveillants. Et effectivement aussi, il en arrive des violences de surveillance sur des détenus, même si là aussi les choses ont évolué. Vous avez aujourd'hui, la prison, je l'ai dit, est un monde de violence et où le droit, en tant qu'instrument de régulation, est encore très faible. C'est un constat, il faut bien le dire. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, pour des raisons objectives, parce que c'est effectivement, vous êtes dans un lieu où les gens qui sont là, des fois eux-mêmes ont déjà enfreint la loi, et puis comme me disaient certains gens qui sont devenus des amis, qui ont fait de la prison, quand vous êtes en prison, de toutes les façons, la sanction, elle est déjà là. Donc vous dites à quelqu'un, attention, si tu fais ça, tu vas aller en prison, il sourit. Effectivement, vous dites à quelqu'un dans la vie normale, attention, si tu fais une infraction, tu vas en prison. La personne peut avoir une peur, mais une fois que vous y êtes déjà, par définition, si on vous dit, monsieur, vous ne devez pas faire ça, vous allez aller en prison. Alors vous allez dans la prison de la prison, mais même la prison, qui est ce qu'on appelle l'isolement ou le mitard pour l'expression un petit peu classique, évidemment, ça fait moins peur que des fois d'aller en prison, puisque d'une certaine manière, la prison, ils y sont déjà. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, évidemment, dans une prison qu'ailleurs, de voir comment la règle de droit, l'éventuel non-respect de la règle de droit peut être sanctionné. C'est en ce sens que, d'une certaine manière, la prison, je disais tout au début,
est un endroit plus difficile, mais pour des juristes probablement plus intéressant, ou en tout cas au moins aussi intéressant que le droit pénal classique. Et en plus, c'est important parce que vous constaterez, enfin, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, d'une certaine manière, à mon sens, par rapport à des détenus et par rapport au système pénitentiaire quand on est un juriste, voire quand on est un avocat, souvent que quand on est au niveau pénal. Je voudrais dire, mais vous savez, les avocats ne s'y intéressent pas beaucoup aujourd'hui, mais quand vous êtes devant un tribunal correctionnel, j'allais dire 9 fois sur 10, quand vous avez une type d'infraction, vous pouvez dire à 3 mois après quelle va être la condamnation. Ça dépend du juge que vous avez en face de vous, mais ne vous faites pas trop d'illusions. La qualité de la plaidoirie de l'avocat est souvent assez minime. Par contre, effectivement, et c'est encore assez peu connu, vous pouvez aujourd'hui, quand quelqu'un est condamné à de la prison, vous pouvez avoir un rôle. Aujourd'hui, les avocats ou les gens qui s'intéressent à ça, il y a d'autres gens, les éducateurs, etc., il y a d'autres gens qui peuvent s'y intéresser. On peut avoir un rôle aujourd'hui plus important quand quelqu'un est condamné, une fois qu'il est condamné, allez, je dirais qu'avant la condamnation, mais c'est malheureusement aujourd'hui encore quelque chose qui est assez peu connu, assez peu pratiqué, assez peu encore admis d'ailleurs par le juge d'administration pénitentiaire, mais où en réalité il y a des moyens d'action extrêmement importants parce que vous pouvez aujourd'hui intervenir sur la remise en liberté conditionnelle ou différentes formes de mise en liberté de quelqu'un qui a été condamné très vite, alors qu'avant on ne le pouvait pas. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a aujourd'hui un travail important à faire. Alors, je disais crise du système pénitentiaire. Qu'est-ce qui a été fait ces derniers temps? Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà, peut-être certains le savent, qui l'ont lu, des lois qui sont intervenues. Je ne vais pas être trop long. Il y a eu principalement, enfin, la plus récente, c'est une loi de 2009, la loi sur l'administration pénitentiaire, qui était une loi de 2009, qui est une loi qui a, pour résumer, parce que je ne voudrais pas trop vous abreuver de termes législatifs aujourd'hui, disons que la loi de 2009 est une loi qui, en théorie, dans sa construction théorique, était assez intéressante, parce qu'elle disait effectivement, le principe, c'est d'essayer d'éviter la prison quand on n'est pas en récidive, et pour des peines qui ne sont pas trop importantes, en disant pas pour des peines criminelles. Donc le principe était de dire il faut qu'il y ait un système qui évite la prison, donc des mesures alternatives qui vont de ce qu'on appelle la semi-liberté, le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, même des travaux plus larges que les travaux d'intérêt général, qui étaient ce principe-là. Premier principe de la loi, dire éviter normalement la prison, qui était le premier. Et deuxième principe de la loi était de dire s'il y a une peine de prison que les juges normalement devaient motiver théoriquement de matière spéciale, dans la pratique ils ne le font pas, c'est effectivement de dire, même une fois que vous êtes en détention, il faut effectivement multiplier les systèmes de sortie de prison les plus efficaces possibles. Cette loi disait aussi un point, donner un certain nombre de droits aux détenus. Certains, on pourrait revenir entièrement théorique encore aujourd'hui. Par exemple, normalement, le droit à l'enfermement individuel. Normalement, vous devriez avoir le droit, quand vous étiez en prison, de demander d'être dans une cellule individuelle. Et puis, effectivement, un certain nombre de droits qui étaient quand même reconnus aux détenus, qui étaient des droits, par exemple, effectivement, à la libre communication. La libre communication de l'avocat est évidemment acquis depuis longtemps, mais de pouvoir, effectivement, donc téléphoner dans certaines conditions, d'avoir donc d'accès à un certain nombre, d'avoir théoriquement le droit à un travail quand on était en maison d'arrêt, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de droits reconnus, le droit de contester des décisions. Ça, c'était la loi. Dans la pratique, la loi n'a pas changé grand-chose. Ce qui a plus fait que les choses ont changé, il faut bien dire, c'est effectivement le fait que ce certain nombre de détenus ou de gens qui les soutiennent d'un côté et de l'autre côté, un certain nombre de surveillants ont fait évoluer les choses. Vous avez eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par des tribunaux administratifs sur, j'allais dire, le droit à des conditions de vie décentes dans une prison, qui ont été prises par des tribunaux administratifs, y compris récemment, qui ont ordonné à l'administration pénitentiaire de modifier un certain nombre de cellules et de conditions de détention de gens qui étaient absolument inacceptables. Et c'est vrai que il faut le dire, un certain nombre de détenus ou de gens qui les soutiennent, qui ont permis cette évolution. Vous avez eu beaucoup, puisque vous êtes à Strasbourg, la Cour européenne, effectivement, de Strasbourg, qui a reconnu un certain nombre de droits, effectivement, aux détenus, et le fait, en particulier, qu'un de droits qui leur sont théoriquement reconnus puissent être pratiqués, que ce soit du droit de vote au droit d'élection de domicile, voire au droit
de pouvoir se marier ou de se paxer dans des conditions normales. Dire qu'effectivement, jusqu'à présent, l'administration pénitentiaire, c'était des droits théoriquement reconnus, mais en fait qui n'étaient pas pratiqués. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, on peut dire que quelqu'un dans une prison qui le souhaite peut effectivement se marier, peut se paxer, peut élire domicile dans une maison d'arrêt, même si ce n'est pas toujours très simple, peut effectivement commencer à communiquer avec ses familles. Dans la pratique, ceci dit, le fait dans une cellule individuelle, c'est un droit qui n'est pas pratiqué. Le fait de communiquer assez librement est encore comme très... Il y a des tas d'obstacles matériels et le droit d'expression, lui, n'est pas véritablement reconnu. Et le droit d'expression collective, qui théoriquement devrait être expérimenté, ne l'est pas du tout aujourd'hui dans une maison d'arrêt. Et en ce qui concerne le droit au travail, il existe plus ou moins dans les centrales. Il n'existe pas du tout dans les maisons d'arrêt en pratique. C'est-à-dire que dans les maisons d'arrêt, les seuls qui travaillent, c'est en fait ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui aident en fait les surveillants, par exemple, à distribuer la nourriture, etc. Mais vous n'avez pas de travail dans une maison d'arrêt. Dans les centres de détention, ça dépend beaucoup des centres de détention, mais le droit au travail n'est pas, en pratique, bien que inscrit dans les textes, n'est pas reconnu dans la pratique. Donc, il y a eu un début d'évolution législative enclenchée depuis une dizaine, quinzaine d'années, dont la loi 2009 et l'aboutissement actuel. Alors, normalement, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, théoriquement, le dernier ministère avait dit qu'effectivement, il fallait tirer les leçons du fait que la loi 2009 n'était pas appliquée sur beaucoup de points pour faire une nouvelle loi pénitentiaire. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits sur cette question dans la dernière période. Je crains, on y reviendra peut-être dans le débat, je crains fortement que compte tenu de la conjoncture actuelle, la loi pénitentiaire, une véritable loi pénitentiaire qui prenne en compte toutes les questions aujourd'hui, ne voit pas le jour dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce que, et je voudrais terminer un peu sur ce point, je pense fondamentalement que pour changer aujourd'hui vraiment et faire évoluer le système pénitentiaire, il faut qu'il y ait des mesures beaucoup plus fortes que celles qui sont prises aujourd'hui et qu'il faut qu'il y ait des mesures qui prennent en compte, qui soient liées à une volonté, ce que j'appelle une volonté politique. C'est-à-dire, si vous voulez, en gros, aujourd'hui, il y a une crise du système pénitentiaire parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, en fait, la société se dit... La prison, voilà, en gros, c'est vrai, peut-être ça ne marche pas bien, mais finalement, du moment qu'on n'en parle pas trop, ça va à peu près. Et que finalement, les gens qui en parlent, c'est les gens qui sont concernés, les gens qui sont évidemment détenus, leurs familles, les gens qui travaillent dans la maison d'arrêt ou dans les centrales, l'administration pénitentiaire, les surveillants. Et puis à part ça, en gros, pas grand monde d'autre. Pas grand monde d'autre parce qu'on se dit finalement c'est un monde à part et je ne serai pas concerné. Et évidemment, quand vous êtes concerné, moi je vois bien, quand les gens viennent nous voir et qu'on a des gens, des familles qui viennent et quelqu'un en prison, là effectivement c'est l'effondrement. C'est l'effondrement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la prison, il faut bien avoir une réalité, c'est que pour 90% des gens qui vont en prison, 90%, pas 100%, mais 90% des gens qui vont en prison, c'est la désocialisation et la déstructuration totale. Vous allez dans une prison aujourd'hui, moi j'ai entendu, je vous le dis, parce que des fois les juges, il y en a peut-être ici, mais j'ai entendu un juge me dire « Oh mais je vais le mettre 15 jours en prison, ça ne sera pas grave ». Au bout de 15 jours, la personne s'est suicidée. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 15 jours, vous perdez votre travail. Si effectivement vous n'avez pas une famille solide, vous risquez de perdre votre famille. Vos voisins se disent « Il est en prison ». Et donc 15 jours, 1 mois, 2 mois de prison aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, si ce n'est pas pensé, une déstructuration totale. C'est-à-dire que vous pouvez perdre systématiquement tout. Ensuite, quand vous êtes effectivement, ça c'est pour une prison même de courte durée, une peine de prison de moyenne durée, c'est une peine de prison qui aujourd'hui peut effectivement vous désocialiser. Pourquoi ? Là aussi, je donnerai un exemple simple qui était classique. C'était quelqu'un que j'assistais, que je connaissais depuis un certain temps, et le juge lui dit, il avait une trentaine ou 32 ans à peu près, 35 ans, il avait fait déjà 8 ans de prison, il était retourné, il avait été condamné très jeune à 8 ans de prison, puis quand vous êtes condamné jeune, vous faites la forte tête, donc sur les 8 ans de prison, le juge il a calculé que vous allez en faire la moitié, mais c'est pas vrai, donc vous en faites 7 ou 8, donc vous avez passé de 19 à 26 ans, donc quand vous sortez, vous avez envie de vivre, en plus vous avez connu des caïds en prison, vous avez connu des mecs qui vendent de la cocaïne, etc. Donc ce gars-là, il refait évidemment, qu'est-ce qu'il fait pour gagner de l'argent ? Il refait de nouveau des braquages de banque, avec un pistolet factice, mais peu importe. Et le juge lui dit un jour, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas cherché un travail ? Il va vous dire, mais j'ai 28 ans, ou 30 ans, il avait 30 ans à ce moment-là. Il va se dire, mais à 30 ans, il y avait déjà la crise de l'emploi, je vais me présenter, on va me dire, qu'est-ce que vous avez fait avant ? Il va dire, ben avant, j'étais... Alors il va dire, pendant 8 ans, j'étais en prison, 10 ans en prison. Vous croyez que quelqu'un va l'embaucher ?
Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour éviter que ce type de personne retourne en prison? Est-ce qu'on est prêt ou lui donner ou non un faux certificat de travail ou lui donner un travail prioritaire? Est-ce que la société est prête à ça? C'est pour ça que je dis que c'est des éléments. C'est comme les éléments pour les longues peines, on y reviendra, parce que la troisième catégorie sont les longues peines, qui sont les gens qui posent évidemment le plus de problèmes en détention et en prison, parce qu'ils n'ont souvent rien à perdre, parce que la société dit oui, celui-là, il faut l'éliminer, donc on l'élimine en pratique. C'est plus la peine de mort, mais c'est ce qu'on appelle, nous, la peine de mort déguisée. Dire vous mettez quelqu'un, vous condamnez quelqu'un à perpétuité avec ce qu'on appelle une peine de sûreté de 20 ans ou 30 ans. Vous direz d'ailleurs que les syndicats de surveillance sont les premiers à dire être contre les peines de sûreté aussi longues. C'est que qu'est-ce que vous dites à quelqu'un que vous allez condamner à 20 ans ou à 30 ans de dire je vais être 30 ans derrière les barreaux? Imaginez, je ne sais pas la moyenne d'âge ici, vous devez avoir à peu près 25 ans de moyenne d'âge, je vais dire 23 ans, et imaginez qu'on vous dise de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne sortirez pas avant 45 ans. Moi, si à 23 ans, on m'avait dit vous ne sortez pas avant 20 ans, la seule chose qui m'intéresserait, c'est de m'évader. Je ne peux pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous avez 25 ans aujourd'hui, qu'on vous dise quoi que vous fassiez, même si vous vous comportez le mieux du monde, que vous devenez un aumônier des prisons et que vous alliez répondre la bonne parole à vos condisciples dans la prison, de toutes les façons, avant 45 ans, vous ne serez pas sorti. Eh bien, je dis qu'effectivement, et j'en ai connu, on parlait d'évasion. Tout à l'heure, Quentin parlait d'une évasion effectivement spectaculaire, c'est de Ferram et de Kider. Kider, qui était un garçon que j'ai connu en face de moi, effectivement, dans 2 procès, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Effectivement, il expliquait, il dit, voilà, moi, je ne peux pas concevoir ma vie. J'étais condamné. Il considérait qu'il a été condamné à tort. Pour revenir sur son exemple, mais c'est un exemple très caractéristique. Il dit, moi, si on ne me donne aucune chance dans les 20 ans de sortir, effectivement, je recommencerai. La seule chose qui me reste, la seule chose qui me fasse vivre, il disait la seule chose qui me fasse vivre en prison, c'est l'idée de m'évader. Parce que sinon, si l'idée d'y rester 25 ans, quoi qu'il arrive, c'est la mort, et ça, c'est la mort carcérale. Et donc, je préfère effectivement évader, voire mourir, que de rester en prison. Donc, c'est effectivement ces problèmes-là qui doivent être traités aujourd'hui, et ces problèmes-là ne sont pas simples, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, je ne veux pas dire ça doit être tout beau, la prison, je l'ai dit depuis le début, c'est un monde difficile, parce qu'encore une fois, c'est un monde où il y a des gens qui n'ont aussi rien à perdre, et il ne faut pas se faire une idéalisation des gens en prison. Vous avez des gens en prison qui sont des gens violents, des gens qui, à cause de leur histoire personnelle avant, n'ont rien à perdre, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire, voilà, on va arriver avec la loi, avec le droit, et tout va être très bien. Mais il faut, je pense, malgré tout, on peut aujourd'hui avoir des idées de changer un certain nombre de choses s'il y a effectivement une volonté politique, si on se dit il faut arrêter ce système qui crée de la récidive, qui crée effectivement des gens de plus en plus dangereux. Maintenant, je l'ai dit, c'est une volonté politique. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à affronter l'opinion publique en disant oui, quelqu'un qui sort de prison, il sera prioritaire pour trouver un travail? Est-ce qu'on est prêt à ça ou non? C'est des questions de ce type qui se posent, qui nécessitent un courage politique qu'aujourd'hui, je dis malheureusement, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être certains d'entre vous soient porteurs, manque probablement à nos dirigeants actuels. Parce que des idées, et je voudrais peut-être terminer là-dessus sur la partie exposée pour ne pas être trop long, c'est à peu près, dire des idées, il y a des réflexions qui se font pour changer le système pénitentiaire. Je l'ai dit, moi je le dis, je regrette que Jean-François Forget, que je connais bien, ne soit pas là, mais il connaît ma position là-dessus. Je pense effectivement d'abord, et vous êtes étudiant en droit, je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait plus de droits en prison. Il faut qu'il y ait plus de droits pour les détenus et il faut qu'il y ait plus de droits pour les surveillants. C'est un élément central pour moi. Quand je dis plus de droits pour les détenus, les gens des syndicats d'ailleurs commencent à comprendre ce que l'on veut dire. Il est clair que pendant très longtemps, l'administration pénitentiaire et même les surveillants se sont dit « Ah là là, plus il y a droit pour les détenus, plus un affaiblissement de notre autorité ». Et c'était vécu comme tel. C'était même au début, vous savez peut-être, maintenant on n'y parle même plus, mais quand il y a eu l'arrivée de la télévision en prison, on a dit il y a la télévision en prison, ça va leur donner des idées, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, la télévision en prison est au contraire un élément c'est vrai, de connaissance, mais en réalité de calme et de pacification des prisons. Donc le fait qu'il y ait des droits en prison, on se rend compte, contrairement à ce qu'on dit, que plus il y a de droits en prison, plus les gens ont de droits, plus ça permet à des gens qui ne sont pas effectivement dans le rapport de force de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, plus de droits, c'est effectivement le fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les juges d'application des peines, le fait que maintenant il y a une judiciarisation des éléments en prison, vous n'avez plus maintenant les sanctions disciplinaires, vous avez le droit à un avocat en prison quand vous avez une sanction disciplinaire, vous avez effectivement un juge qui sanctionne, vous avez éventuellement des possibilités d'appel quand il y a des sanctions disciplinaires. Cet élément doit être considérablement renforcé. Je suis convaincu que plus les détenus pourront s'exprimer à travers le droit et à travers des juges indépendants, plus, et avec l'assistance d'un avocat, plus effectivement il y aura une régulation dans les prisons et moins c'est le rapport de force qui sera la norme. Aujourd'hui encore, malheureusement, effectivement, il faut dire, beaucoup de détenus hésitent
à revendiquer sur tel ou tel élément parce qu'ils ont peur des représailles, soit effectivement de l'administration, soit des autres détenus. Et donc c'est vrai que là, il y a besoin aujourd'hui, c'est un élément fondamental qui va être développé, qu'il y ait des gens qui aillent en prison, qu'il y ait effectivement que les avocats s'y intéressent, que les avocats considèrent que quand les gens qu'ils assistent sont condamnés, leur travail ne s'arrête pas là. C'est un élément fondamental. Et évidemment, ça suppose que l'administration pénitentiaire ne les considère pas aussi comme des empêcheurs de tourner en rond et que les juges qui s'intéressent à ces problèmes, les juges d'application des peines et les juges de... Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des juges de la détention, des juges qui puissent suivre les gens. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un autre élément, je vais dire, qui est un élément paradoxal dans la prison, c'est que quand vous êtes en prison, c'est là, on pourrait dire, en simplifiant, quelqu'un qui est en prison, c'est un échec. C'est un échec, quelqu'un qui est en prison, c'est un échec parce que d'abord, il a commis une infraction, donc il a souvent éventuellement créé des dégâts à des victimes, premièrement. Et deuxièmement, si lui il est en prison, c'est qu'effectivement, parce que effectivement, on n'a pas pu empêcher qu'il commette cette infraction. Donc le fait de se retrouver en prison, c'est forcément un échec. Or, les gens, quand ils sont en prison, ils sont plus suivis. Vous n'avez aucun suivi continu de quelqu'un. Chacun, vous savez, le problème dont on se rend compte, c'est qu'il y a une crise du système pénitentiaire parce qu'à la limite, on met en prison et plus personne ne s'occupe. C'est le trou noir. Quand vous êtes malade, quand vous avez un problème psychiatrique, vous êtes suivi par les mêmes gens. Quand vous arrivez en prison, qui est comme la sanction d'un échec, effectivement, de l'ordre social, puisque par définition, si on vous met en prison, c'est qu'il y a un échec de l'ordre social. Finalement, plus personne ne s'occupe de ce qui s'est passé avant. Dire, vous avez les policiers qui enquêtent, les juges qui jugent. Un juge qui juge, il se lave les mains, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe après. Et dans ce qui se passe après, les gens aussi ne savent pas ce qui s'est passé avant. Dire, il y a une sorte d'irresponsabilité. Il n'y a pas de fil conducteur sur les gens qui sont en prison. On n'a très souvent pas connaissance de ce qu'ils ont fait avant. Il y a très souvent assez peu d'enquêtes qui sont faites sur qui ils sont. Et il y a très peu de gens qui les connaissent, qui les ont connus avant. Les avocats, et je le dis, c'est une responsabilité pour les avocats, souvent ne viennent pas exposer en prison comment étaient leurs clients éventuellement avant, pourquoi ils en sont arrivés là, etc. Donc vous avez des gens qui ne sont pas connus. Il y a un problème là dans la réforme du système pénitentiaire. Il faudrait que les gens qui s'occupent après en prison aient une bien meilleure connaissance de ce qui se passe et qu'il y ait un véritable échange. Donnez un autre exemple. Vous avez quelqu'un qui est malade en prison. Un surveillant, il y a effectivement un suivi médical aujourd'hui qui est pratiqué. Mais par exemple, les surveillants ne sont pas au courant, parce qu'il faut dire le secret médical. Vous avez à ce moment-là quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques en prison, le surveillant qui est en face de lui ne sait pas pourquoi. Imaginez que vous êtes en face de gens, vous n'avez aucune idée, personne ne vous dit si cette personne a une maladie physique. Alors bon, je ne parle pas des fantasmes, mais des angoisses sur le sida, sur des maladies contagieuses, etc., ou sur des problèmes psychiatriques. Vous n'avez absolument pas d'échange au sein de la prison sur cette question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous avez des gens censés garder les détenus qui sont les surveillants, qui ne savent pas quels sont les problèmes des gens qu'ils ont en face d'eux. Imaginez, vous avez en face de vous, vous avez gardé même pendant toute une nuit quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne-là, aujourd'hui, en fait, elle a un problème d'ordre psychiatrique, une maladie physique, si en fait, ou c'est simplement de l'angoisse, etc. Vous ne le savez pas, les gens ne le savent pas. Donc aujourd'hui, vous avez une méconnaissance totale à l'intérieur de la prison entre les différents services, parce qu'on ne considère pas le détenu comme un individu qui doit être suivi et connu de tout le monde. Donc il y a là, évidemment, une première, à mon avis, enfin, un des axes de réflexion, c'est que quand quelqu'un est en prison, il doit être suivi, il doit y avoir une connaissance de ce qu'il a été avant, il doit y avoir une connaissance de ce qui sera après, donc il y a un suivi probablement d'un juge qui le suive, et deuxièmement, il faut qu'il y ait un mélange, une connaissance des gens à l'intérieur de la prison de la situation du détenu, et il faut, c'est le deuxième élément à mon avis essentiel là-dessus, que les surveillants aient un rôle dans l'évolution des détenus, dans une possibilité qu'ils interviennent eux-mêmes pour la question de l'application des peines, de la mise en liberté éventuelle conditionnelle de quelqu'un. Aujourd'hui, un surveillant n'a pas vraiment vos chapitres là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le surveillant, il surveille, mais il n'a pas de possibilité d'intervenir véritablement de donner véritablement son avis sur telle ou telle personne, y compris d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas véritablement d'individualisation, de suivi des surveillants, d'un surveillant sur tel ou tel détenu. Et ça, je pense que c'est un des points fondamentaux de réforme sur lequel, je pense, on aurait pu en discuter avec Jean-François Forget, j'ai presque fini, Quentin, pardon. C'est ce qu'on appellerait, nous, l'individualisation. On parle aujourd'hui d'individualisation des peines au niveau judiciaire de la sanction. On ne parle pas aujourd'hui, il faut qu'il y ait une individualisation de la peine de prison ensuite et du suivi des gens, c'est-à-dire connaissance réelle par des gens, suivi éventuellement par un juge particulier, suivi par un surveillant particulier,
Et aussi, probablement, c'est un des points de réforme qui devrait être important, c'est probablement qu'il y ait non plus les maisons d'arrêt telles qu'on les conçoit aujourd'hui, détention provisoire, centre de détention et centrale, mais probablement que les gens soient suivis dès lors, s'ils doivent aller en prison, suivant effectivement le type de sanctions qu'ils risquent, de sanctions qu'ils risquent, qu'ils ne soient effectivement pas mis ensemble. C'est-à-dire qu'on ne mette pas dans la même cellule ou dans les mêmes maisons d'arrêt des gens qui sont, je l'ai dit, condamnés pour des courtes peines et des gens qui sont en détention provisoire pour des faits extrêmement graves. Il faudrait que dès qu'effectivement il y ait une orientation qui soit faite dès le jour du prononcé de la mise en détention, qu'il y ait une véritable orientation, suivant que les gens sont, disons, des délinquants, j'allais dire, occasionnels ou en tous les cas de petites peines, et des gens qui peuvent risquer des peines importantes et qui ont des peines importantes ou même qui risquent des peines importantes. C'est un des points importants parce qu'aujourd'hui, on mélange tout le monde dans les maisons d'arrêt et à partir du moment où vous mélangez tout le monde dans les maisons d'arrêt, c'est la loi du plus fort, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une loi sociale que tout le monde connaît. Si vous mettez dans une même cellule ou dans un même quartier des gens qui sont des détenus, qui ont des moyens à l'extérieur, qui ont une habitude de la prison, qui ont des réseaux, et puis quelqu'un qui est tout seul, individuel, vous avez celui qui commandera, c'est celui qui aura le réseau. Et ça, c'est bon. On parlait tout à l'heure du film Le Prophète. Cet élément-là, dans le film, était bien vu. Dire celui qui avait, pour ceux qui l'ont vu, peut-être pas beaucoup l'ont vu, mais le film montrait bien cet aspect-là des choses, qui était qu'effectivement, le détenu qui a une habitude qu'il a depuis longtemps, il a un réseau avec lui, il a des gens avec lui, effectivement, il détient du pouvoir. Et s'il arrive des gens qui, eux, sont individuels, qui sont individualisés, qui sont des gens qui n'ont pas l'habitude, ils seront en son pouvoir clairement dans les centrales. Donc il y a là un vrai changement d'individualisation de la peine et d'individualisation du suivi des gens dans les maisons d'arrêt, qui est un élément important. Il y a un autre point, je pense, je termine, on parlera après. Je l'ai dit, c'est effectivement le développement du droit. Il faut que le droit existe. C'est probablement, à mon avis, qu'il y ait des systèmes judiciaires internes à la prison, dire des juges non seulement d'application des peines, mais qui s'occupent aussi des problèmes des surveillants, dire qu'il y a un véritable tribunal de la prison qui est en fait une unité des questions qui se posent dans la prison, dire des juges qui veulent une véritable connaissance, probablement des avocats plus spécialisés, des gens des services sociaux qui véritablement s'intéressent et qui est probablement un tribunal interne à la prison qui s'occupe aussi des questions disciplinaires et des questions qui peuvent se poser, et pas la séparation qui est aujourd'hui, pour que chacun puisse, devant ce tribunal, effectivement, exprimer, et que ce tribunal, éventuellement, soit peut-être d'ailleurs public, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y aurait pas une partie de la prison où les gens pourraient venir entendre ce qui s'y passe, qui puisse permettre, effectivement, qu'aussi bien ce qui est reproché à des détenus qu'à des surveillants puisse être traité publiquement et que les gens comprennent les problèmes qui se posent dans un sens ou dans l'autre, qu'il n'y a pas d'impunité. Dans les deux sens, je pense que c'est un élément important. Il y a un troisième point, et je termine, promis, c'est le dernier élément, je crois, de réforme important. Ça concerne, et ça c'est un problème véritablement en France, comme je disais tout à l'heure, les longues peines. Je suis convaincu qu'on ne fera pas de changement de système pénitentiaire tant que la question des longues peines ne sera pas traitée en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un qui est condamné à une peine lourde, je l'ai dit, perpétuité, 20 ans, 30 ans, etc., puisse avoir une possibilité, au bout d'un nombre d'années limité, une possibilité de pouvoir voir sa peine réduite ou savoir sa peine suspendue éventuellement pendant un temps et d'avoir une peine probatoire pendant un certain temps. C'est un élément fondamental. Ça serait possible, ça suppose évidemment des tas de choses, par exemple, qu'évidemment ceci suppose d'avoir le droit des victimes, c'est-à-dire que les gens qui ont été les victimes de cette personne-là et ou leur avocat leur mot à dire, mais il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter en France que quelqu'un se dise « je rentre dans une prison pour 20 ans et j'y resterai au moins ce temps-là, quoi qu'il arrive ». Il faut que les gens, au bout de 5 ans, 7 ans, les surveillants et les gens qui travaillent dans une maison d'arrêt vous le diront, en gros, une perspective au-delà de 10 ans est une perspective de mort d'une manière lente, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas pouvoir vous projeter au-delà de 10 ans, et si au-delà de 10 ans, vous n'avez aucun espoir, globalement, la seule chose qui vous reste, c'est effectivement de devenir un caïd en prison ou effectivement de vous évader. C'est les seules choses qui vous restent. C'est avoir un rapport de force tel que les gens sont à votre service dans la maison d'arrêt ou dans la centrale, ou effectivement de vous évader. Voilà pourquoi je pense que sur les longues peines, il y a une véritable réflexion à avoir. Là aussi, ça heurtera l'opinion publique parce qu'on préfère dire qu'il faut les mettre à l'extérieur, mais ne nous faisons pas d'illusions en enfermant les gens, en voulant pas en entendre parler. Quand ils sortent, ces gens-là deviennent effectivement des gens dangereux, beaucoup plus dangereux. L'exemple
l'exemple le plus connu étant d'ailleurs souvent celui sur les violences sexuelles, où d'ailleurs, sur ce point, on les enferme. Et vous savez probablement d'ailleurs qu'on n'a même pas mis au point... Le seul endroit en France aujourd'hui où il y a de la place, c'est la maison d'arrêt de Fresnes, le centre qui était soi-disant pour les surveillances de gens, les délinquants sexuels qui ont des surveillants en fin de peine. Il y a 0 personne qui sont dans la maison d'arrêt de Fresnes, où il y a eu des millions d'euros de travaux qui ont été faits, mais ça a été aménagé, mais il n'y a personne à l'intérieur, parce que personne ne prend en compte une véritable problématique de faire évoluer les gens à la fin de leur détention et de leur donner une possibilité effectivement d'évoluer. Ce volet-là n'est pas pensé aujourd'hui dans le système pénitentiaire, et c'est ce volet-là auquel il faut s'intéresser aujourd'hui. Un peu long. Un peu long. Bien. Merci, Maître Winter. Je pense que maintenant, on va essayer de faire circuler la parole pour que certains réagissent autour de l'une des facettes de cet exposé très complet et très ouvert. Quelqu'un a-t-il une... Madame, vous parlez dans le micro pour pouvoir être enregistré. Bonjour, vous parliez des tribunaux éventuellement à mettre en place en détention, enfin en tout cas dans l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous ne pensez pas que la commission d'application des peines est déjà un tribunal et que pour vous ça ne suffirait pas? Puisque justement certains détenus voient leur peine aménagée à partir de ces commissions qui se réunissent avec le ministère public, le juge de l'application des peines et le directeur de l'administration pénitentiaire. Oui, mais si vous voulez, c'est un progrès, hein, c'est évident. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les progrès qu'il y a eu, il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, effectivement aujourd'hui, quand il y a une sanction disciplinaire doit être prononcée contre un détenu, il doit y avoir une commission qui se réunit où vous pouvez même être assisté par votre avocat. La difficulté étant d'ailleurs que comme il y a assez peu d'avocats et qu'il n'y a pas d'ailleurs assez d'avocats intéressés, malheureusement, très souvent, les avocats ne viennent pas. Et c'est vrai que c'est compliqué en plus, parce que ce n'est pas rémunéré. Très souvent, les avocats n'y vont pas. Il faut aller dans la prison, il faut attendre, etc. Donc, c'est pas toujours, la présence de l'avocat n'est pas toujours très forte. Si vous voulez, effectivement, ces commissions existent. Ce qui, moi, me pose problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que quand il y a ces sanctions disciplinaires qui sont prononcées, mais vous n'avez pas, quand il y a par exemple, quand un surveillant, lui, par contre, il est victime dans ce point-là, lui, par exemple, ne sera pas assisté dans sa commission disciplinaire, d'accord? Donc, il va se dire, je peux vous dire comment ça se passe, la réaction, ils vont se dire, si on va là, que nous, on va être démonté éventuellement par l'avocat du détenu, on préfère ne rien dire. Il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, et inversement, quand les détenus, si vous voulez, se plaignent éventuellement de comportements violents de surveillance, ce qui peut arriver. Il y a des surveillants encore violents, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a, comme il y a des surveillants corrompus aussi. Le problème, c'est que si vous voulez, en fait, le tribunal se déplace ailleurs, ne statue pas souvent à l'intérieur de la prison, c'est qu'en réalité, 90% de ces affaires sont enterrées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas véritablement de système, si vous voulez, qui permette qu'il y ait connaissance par les deux côtés du type de sanctions qui sont prises. Et je pense qu'il devrait être fait en public. Pour le moment, la commission dont vous parlez, elle n'est pas publique. Quand je dis publique, elle n'est pas publique, si vous voulez, au sens, pas seulement des gens extérieurs, mais éventuellement, effectivement, peut-être des autres détenus, voire des surveillants. Dire qu'aujourd'hui, il y a encore un monde de la prison qui est un monde fantasmé. Si vous voulez. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, on pense que c'est un monde fantasmé au sens où ces commissions sont effectivement privées, privées, sont pas publiques. Et qu'inversement, quand les choses vont devant le tribunal correctionnel classique, puisque effectivement, si un surveillant, lui, est violent, porte des coups et blessures volontaires, un détenu sans qu'il y ait de motif, il est passible du tribunal correctionnel. Mais, et inversement, un détenu qui prononce des menaces de mort ou qui a des violences physiques va aussi se retrouver non seulement en sanction disciplinaire, mais tribunal correctionnel. Je pense qu'il faudrait probablement plus trouver un système qui soit plus souple à l'intérieur de la prison, qui sanctionne ce type d'affaires, qui respecte les règles du droit classique, dire effectivement avec le procureur, le ministère public, mais effectivement avocat pour le détenu, mais avocat pour le surveillant ou inversement, d'ailleurs suivant des deux côtés de la barre. Et je pense que s'il y avait, si vous voulez, ce tribunal pour sanctionner la plupart de ces infractions se tenait à l'intérieur de la prison en étant d'une certaine manière publique,
vous auriez une meilleure connaissance des deux côtés de ce qui sont le type de sanctions applicables. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision qui consiste à dire qu'en fait, les surveillants ont tendance à considérer que finalement, aujourd'hui, dans certains cas, ils disent les surveillants, les détenus sont trop protégés, justement, eux, ils ont droit à un avocat, etc., 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 d'un certain côté, et qu'inversement, les détenus ont tendance à considérer que, de façon, eux, les surveillants sont protégés, que les affaires vont être enterrées. Et que, donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui une vision à l'intérieur des maisons d'arrêt, ou la plupart des maisons d'arrêt, voilà, où chacun pense que l'autre, de toute façon, est ultra protégé, parce que ce type de tribunaux subsanction ne donne pas lieu à publicité. On a tendance à la commission dont vous parlez, elle est pas publique, elle n'est pas accessible. Et dans les tribunaux correctionnels, en fait, les gens, par définition, évidemment, s'y déplacent pas, et donc chacun, il raconte bien ce qu'il y veut. Bon, les surveillants, des fois, ils y vont effectivement un peu nombreux quand c'est un cas un peu particulier, mais sinon, le reste du temps, c'est honteux, ou c'est effectivement devant un public qui ne comprend pas, etc. Donc moi, je pense que quelque part, il faudra réfléchir que ce type de questions soit traité par un tribunal où les gens qui travaillent à l'intérieur de la prison aient un peu accès, que donc on arrête un peu une sorte de loi du silence, en fait, qui existe encore aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez, les commissions, c'est vrai, existent aujourd'hui, vous avez raison, mais elles sont dans un coin, un peu clandestine, et on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. On n'a pas prévu effectivement que si c'est un détenu, un surveillant qui se plaint, il est lui-même un avocat. Il n'y a pas d'instruction sur ce point-là. Donc, ce qui fait que il y a encore trop souvent tendance à se dire on va régler le problème autrement, si vous voulez, quoi. Et si je peux me permettre une deuxième question, le juge de la détention, il aurait quelles attributions supplémentaires en plus que le juge des libertés et de la détention ou celui du juge de l'application des peines? Qu'est-ce qu'il apporterait de plus? Si vous voulez, moi je pense que si vous voulez, pour moi le juge de la détention, ça serait effectivement justement sur les droits, les droits aujourd'hui, si vous voulez, les droits administratifs, je pense que par exemple aujourd'hui, par rapport à l'administration, c'est le tribunal administratif qui fonctionne, mais vous savez probablement comme moi que le tribunal administratif, sauf de rares exceptions, sont des tribunaux qui mettent, en tout cas à Paris, région parisienne, vous êtes entre 3 et 4 ans pour avoir une rétribution, qui est quand même rendue par des gens qui, même si effectivement aujourd'hui un juge administratif, je ne vais pas du tout dire du mal des juges administratifs, dans cette enceinte, mais qui sont des gens qui connaissent souvent assez peu la réalité de la détention et de la prison, qui vont fonctionner selon des règles, effectivement, constitutionnelles du droit public, et qui sont donc, je dirais, souvent un peu coupés de la réalité, si vous voulez, quand même, de ce qu'est une maison d'arrêt ou de centrale. Si vous voulez. Alors, vous avez ça, c'est somme de points. Vous avez effectivement le juge correctionnel classique sur les infractions. Vous avez éventuellement sur des non-respects d'autres droits. Alors, c'est une réclamation au niveau de l'administration pénitentiaire. Bon, mais ça prend un certain temps. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que ces juges, ils ne jugent pas à l'intérieur de la détention, ils ne connaissent pas une prison. Alors ça, c'est lié à un autre point que moi, qui est une vieille revendication que j'ai. Je pense que tous les juges qui s'intéressent qui doivent statuer sur la prison, ils devraient faire des stages en prison réguliers. C'est-à-dire que je pense qu'un juge correctionnel, un juge qui statue au tribunal correctionnel, on ne pourrait pas, ou un juge d'instruction, il devrait peut-être pas aller passer 3 nuits en prison de suite, mais sûrement une semaine dans la journée, très certainement. Si vous voulez, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aujourd'hui, quand je dis juge de la détention, ou c'est qu'il y a une méconnaissance majeure des juges actuels, sauf effectivement justement maintenant un peu des juges d'application des peines, qui sont effectivement des juges qui vont dans la prison, qui sont à l'intérieur de la prison, donc ils commencent effectivement à prendre des décisions en fonction de ce qui se passe. Mais je trouve que si alors on pourrait dire que c'est l'augmentation des compétences du juge d'application des peines, mais qui statue aussi sur ces questions d'incidents de détention, sur les problèmes de respect de droit, et même peut-être pour certains respect de droit des surveillants, ça serait des juges qui sauraient de quoi ils parlent. Je pense qu'aujourd'hui, 95% des juges sont des juges qui ne savent pas ce que c'est qu'une prison. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une prison. Ils n'ont jamais été de leur vie. Vous avez demandé un juge d'instruction aujourd'hui. Moi, j'ai connu, dans toute ma carrière, je crois que j'ai connu un juge d'instruction, 2, qui sont rendus en détention, alors que normalement, ça fait partie de leurs attributions. J'ai un juge d'instruction qui a été une fois dans une détention pour voir comment ça se passait et qui a été interrogé un détenu en détention. Mais j'en ai dit, ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, j'en ai connu 2 qui l'ont fait. Parce qu'ils n'y vont pas, parce que les juges ne vont pas en prison. Alors, il y a 2 solutions. Il y a effectivement ou contraindre un peu, entre guillemets, tous les juges à le faire, et tous les juges qui statuent en correctionnel, et même en droit administratif, etc. Ou l'autre solution, c'est effectivement d'avoir des juges qui s'intéressent à ça et qui ont des compétences. C'est plutôt cette piste-là, parce qu'on pourrait concevoir l'autre piste qui consiste à dire, encore une fois, les juges qui traitent de la question des problèmes de détention ils vont souvent, mais j'y crois pas trop. Par contre, dire effectivement, encore une fois, les juges d'application des peines, maintenant, vous savez, c'est qu'une évolution. Effectivement, ils statuent
ils statuent souvent en détention, enfin en prison. Donc les audiences ont lieu en prison. Avant, elles n'avaient pas lieu, elles n'avaient même pas lieu. Mais vous savez, ce n'est pas très fréquent. Il y a encore beaucoup de juges qui vous disent on fait de la visioconférence. Visioconférence, que moi, je ne vais quand même pas aller dans une maison d'arrêt ou dans une centrale où c'est loin. Donc, or, la visioconférence, pour moi, c'est une négation de la justice, si vous voulez. Quand même. Il faut bien voir que c'est... vous ne pouvez pas juger quelqu'un parce qu'il est derrière une caméra à 250 km d'ici, parce qu'on ne veut pas le déplacer. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça, la réflexion. Après, il faudra avoir effectivement les compétences exactes, mais de pouvoir avoir, si vous voulez, un juge qui statue sur l'ensemble des problèmes d'une maison d'arrêt. Vous avez des juges qui statuent sur des matières particulières. Je pense qu'une bonne partie des questions qui se posent en détention dans une prison sont des questions spécifiques, qui ne sont pas réductibles strictement au canon habituel du tribunal correctionnel ou même effectivement du droit administratif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du droit administratif, mais ce n'est pas réductible à ça. Une prison, ce n'est pas réductible au droit administratif. Enfin, c'est mon opinion. Hein, Oui, bonjour. Je suis du Genepi, juste pour notifier. Peut-être que vous connaissez, maître. Du Genepi. Ouais. Et j'aurais une question. En tant qu'avocat, vous pensez quoi de la loi Taubira, justement, vous en aviez parlé en introduction, dont la prison est absolument absente. Je veux dire, c'est une loi qui est censée parler des peines et des alternatives à la peine. Et la prison n'est absolument pas présente dans cette loi. Quel est votre avis en tant qu'avocat sur... Moi, je vais sûrement pas... Bon, je vais pas dire du mal. D'abord, c'est pas une question personnelle par rapport à Madame Taubira, qui a sûrement des tas de qualités. Puis en plus, comme elle a été qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à défendre à titre personnel. Mais du point de vue, si vous voulez, fondamentalement de la réflexion politique, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est désastreux. Je pense qu'il y avait l'occasion d'une vraie réflexion sur effectivement une loi pénitentiaire complète, parce qu'effectivement, vous n'avez même pas de loi pénale sans loi pénitentiaire. À mon avis, déjà, vous ne pouvez pas réfléchir à la question des peines sans réfléchir à la question de la prison. C'est déjà Et la question des peines alternatives, là, effectivement, on ne peut pas se réfléchir sans les questions de la prison elle-même, et y compris d'ailleurs du statut, ce qu'on disait tout à l'heure, sur y compris le statut des surveillants et le statut de l'ensemble des gens qui travaillent dans une maison d'arrêt. Parce que j'ai parlé des surveillants, mais vous avez aujourd'hui, comme d'autres gens, vous avez les SPIP, effectivement, les gens qui sont détachés, qui s'occupent de ça, vous avez effectivement les médecins. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que vous avez tout à l'heure, une loi pénitentiaire, elle doit prendre en compte l'ensemble de ces points-là. Elle ne peut pas simplement s'arrêter à dire on va effectivement multiplier le bracelet électronique. C'est vrai que c'est mieux, évidemment, qu'il y ait des bracelets électroniques, mais il va y avoir effectivement des gens en prison. On ne va pas faire semblant de dire que la prison diminue. Et d'ailleurs, vous le savez aujourd'hui, malheureusement, et alors en plus, c'est comme une aparté, mais il y a quand même un problème, c'est qu'on a dit on va faire des peines alternatives, on n'a toujours pas abrogé la loi sur la récidive. Dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore confrontés, nous en tant qu'avocats, les juges vous disent, monsieur, la loi sur les peines planchées, elle continue à exister. Donc, voilà, vous étiez en récidive, donc monsieur, c'est 4 ans, et puis bonjour, circulez. Et vous avez comme le résultat qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, vous avez 67 000 personnes en détention, ça n'a pas diminué depuis 2 ans, hein. On a une augmentation constante, et on a l'impression que le seul frein à l'augmentation du nombre de détenus aujourd'hui, c'est le nombre de places en maison d'arrêt, et le fait que dans certains tribunaux, on dit aux juges qu'on n'en est pas trop parce que la maison d'arrêt est saturée. Mais ce n'est pas une politique pénale, hein, la politique pénale. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je pense que c'est le sens de votre question. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu... a été raté sur la possibilité. Il y a eu des rapports intéressants, il y a eu des rapports qui ont été fait sur des choses, mais ont été... Et là, Jean-François Forgeron a pu en parler, hein, là, mieux que moi. Il était consulté, si vous voulez, au moment des débats sur les rapports en tant que secrétaire du syndicat donc, de l'UFAP. Il était consulté sur ce point, mais il dit malheureusement, il y a eu consultation, il y a eu des idées intéressantes, un certain nombre d'idées dont on parle là. Je parlais tout à l'heure sur les longues peines, sur l'individualisation des peines, l'individualisation donc, de l'emprisonnement des gens, etc. C'est des thèmes avec qui j'en parle avec lui, avec d'autres gens. Il me dit, on en a parlé un peu au début, mais tout ça est passé à la trappe je pense, de ce que je disais tout à l'heure, dire du fait que, si vous voulez, la prison, ça peut pas être un slogan, quoi. Je veux dire, si vous voulez, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut se régler en 2 coups de cuillère à peau. C'est pas un slogan dans une campagne politique. C'est effectivement un monde extrêmement important, encore une fois révélateur de notre société, et qui demande à ce titre-là
une réflexion complexe, parce qu'encore une fois, je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas un monde non plus imaginaire, il ne s'agit pas de dire vivent les détenus ou tous les détenus doivent être... Mais pour donner un autre exemple que vous avez peut-être entendu parler dans la dernière période, l'administration pénitentiaire, elle s'est dit, tiens, on va faire une centrale pour les gens les plus difficiles, ce qui n'est pas forcément en soi une idée forcément absurde, parce que c'est compliqué. Tous les surveillants vous diront, pour les gens qui ont des peines assez importantes, c'est vrai qu'il y en a dedans qui ont des comportements, des gens qui sont, c'est mon expression, injouables, c'est-à-dire qui respectent strictement aucune règle. Et c'est compliqué. Quelqu'un qui, dès qu'il se lève le matin, vous crache à la gueule et va continuer toute la journée ou va faire exprès de vous faire, c'est compliqué à gérer. Ça empêche, par exemple, que toutes les portes soient ouvertes. Bon, or, les surveillants qui ont une réflexion, je ne l'ai pas dit dans l'exposé, ça ne va pas être trop long, mais vous avez aussi un débat aujourd'hui qui traverse l'administration pénitentiaire, en gros, entre la vision américaine des prisons, qui est la vision, en gros, les murs, les portes qui s'ouvrent toutes seules, le problème, il est détenu, il pose problème, et bien on met des portes automatiques, des caméras partout, et ce qui se passe dans certains endroits, et puis une vision de, bon, par exemple, que défendent les gens de l'UFAP et d'autres, qui sont comme une prison humaine en disant la seule solution, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde dedans, et qui vous diront, bon, j'en ai un qui était un ami avec qui, un surveillant que j'ai bien connu, qui était dans une centrale très difficile qui est Clairvaux, qui m'a dit, qui me disait, bon, on se connaissait depuis un bout de temps, qui me disait, Pascal, quand tu vas dans une centrale où tu as 50 personnes qui sont sur un terrain de sport, qui sont tous des gens qui ont été condamnés qui ont plus de 20 ans encore à faire, il faut descendre surveillants non armés, puisque vous savez que les surveillants ne sont pas armés, et vous savez qu'il y a des couteaux qui traînent, parce que dans un terrain de sport, il y a un peu tout qui traîne. Il dit, il faut descendre sans avoir peur. Je ne peux pas avoir un rapport à ces gens-là si j'ai peur d'eux. Donc, il y a effectivement ces questions-là. Donc, il faut traiter du problème des gens qui sont dedans et de comment ils peuvent vivre. Donc, ça, il y a ce choix-là à avoir, mais ce choix, il impose effectivement des moyens gens et un certain courage politique de dire on veut effectivement ce type de prison et on veut éviter ensuite que les gens soient désespérés. Donc, ce que vous êtes à l'heure, par exemple, les longues peines, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui aux gens, d'accord, on va le condamner à 30 ans parce que symboliquement, on va perpétuité, parce qu'une symbolique de la peine, si vous voulez, mais cette personne-là, dans 5 ans, ou dans 10 ans maximum, on est prêt, si effectivement il a pris conscience de ce qu'il a fait, on est prêt à envisager éventuellement qu'il soit remis dehors. Est-ce qu'aussi, ça suppose un courage politique, ce que moi j'appelle un courage politique, qui aujourd'hui est assez peu répandu, parce que c'est pas vendeur, faut dire les choses comme elles sont. Mais après, on s'étonne, si vous voulez, le problème de ça, c'est qu'après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens, effectivement, s'évadent et soient prêts à tout. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui fassent des récidives. Alors, quand vous dites ça aux gens, après, ils réfléchissent un peu. Alors, après, ils vous disent, oui, mais il y a un tel qui est sorti de prison, il a commis un vol. Et moi, je réponds souvent, ça c'est un point d'attitude générale. C'est vrai que les gens souvent vous dire, et malheureusement, les médias là-dedans ne jouent pas un rôle, quand vous avez de temps en temps un juge qui met quelqu'un en liberté, on dit, ce type-là, il a récidivé, il a recommis un viol, ou il a recommis... oui, moi je dis, c'est exactement pareil. Vous faites de la formation professionnelle, et puis il y a des gens, pendant la formation professionnelle, ils s'en servent pour effectivement se reposer, et puis ils font rien, et ça leur sert à rien. Est-ce que c'est pour ça que vous n'allez pas faire de formation professionnelle? Des gens, vous allez à la fac, il y a des gens, à la fac, ils vont à la fac juste pour avoir la carte d'étudiant, et puis éventuellement, ils font rien d'autre. Bon, alors c'est pour ça qu'on va supprimer la carte d'étudiant. Bon, oui, c'est la même chose. Il y a toujours, effectivement, c'est plus spectaculaire, mais c'est la même chose. Vous avez effectivement 1% des gens à qui on va donner des mesures de libération conditionnelle ou liberté provisoire et qui vont, effectivement, recommettre une infraction le lendemain du jour où ils sont dehors. Oui, il y en aura toujours. Mais si on fait de ces gens-là la règle, effectivement, on fait ce qui est un peu la tendance aujourd'hui à dire, on les met en prison et surtout on n'entend pas parler d'eux. C'est ça contre lequel je pense qu'il faut lutter, sinon on va vers une désespérance absolue dans les prisons. De ce point de vue-là, oui, je pense que Taubira un peu... Bon, mais c'est pas forcément qu'elle, si vous voulez. Elle est peut-être dans un contexte, pour avoir quelques échos, si vous voulez, des gens dans les ministères, etc., et tout, participer à quelques discussions, c'est pas elle qui est principalement responsable, on va dire. On va pas faire un débat là-dessus, mais c'est pas... C'était toi qui évidemment, mais c'est toi. Et Quentin, c'est toi qui travailles. Oui, bonjour. Alors moi, je me posais la question en améliorant les conditions des détenus et de la prison, est-ce que cela ne risquerait-il pas par la suite d'abaisser le caractère dissuasif des peines et d'encourager, dans un premier temps, les infractions? Vous savez, 2 remarques là-dessus. La première, c'est que pour avoir quand même connu, même si on fait un peu moins, mais connaître, avoir défendu quand même pas mal de gens du côté des détenus,
Vous savez, 90% des gens qui commettent une infraction, ils vous disent que quand ils la commettent, la question de savoir s'ils vont en prison ou non n'est pas le problème. Il faut, quand on vous dit le côté dissuasif, et j'allais dire, plus souvent l'infraction est grave, moins le côté dissuasif est important. Je veux dire, à la limite, quand vous conduisez votre voiture, au lieu de rouler à 90, vous roulez à 120, vous pouvez penser éventuellement à l'amende. Parce qu'effectivement, ça vous embête de perdre votre permis. Plus l'infraction est grave que vous commettez, moins souvent, quand vous la commettez, le risque qui est derrière est un élément qui va vous freiner. Donc il ne faut pas surestimer quand les gens vont dans le trafic de stupes. C'est pas forcément... Ils savent qu'ils risquent la peine, mais l'élément moteur, ça va être le fait qu'ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que l'élément freinant qui risque d'aller en prison. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je dis que paradoxalement, on se rend compte, et vous savez d'ailleurs, la plupart des infractions graves, d'homicide, etc., et tout, de viol ou des escroqueries les plus graves, etc., et tout, les gens, quand ils les commettent, c'est pas qu'on leur dit vous allez aller 10 ou 30 ans en prison, c'est pas si on leur dit vous allez y aller 10 ans où la prison va être entre guillemets plus confortable, qu'ils vont le commettre plus facilement que si on leur dit c'est 30 ans. Vous savez, ces débats qu'on a eu sur la peine capitale, tout le monde sait bien aujourd'hui que la peine de mort n'a jamais arrêté quoi que ce soit. Et toutes les études vous diront là-dessus, statistiques compris aux États-Unis, puisqu'on en parle beaucoup, que au moment où les gens commettent une infraction, ils n'ont pas en tête, ils n'ont pas, si vous voulez, la gravité de la peine dans la tête au moment où ils commettent l'infraction. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect, et ça, c'est un élément qu'il faut savoir très important. Je veux dire, c'est pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des sanctions lourdes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas qu'il ne faut pas qu'une norme sociale. Il est évident que, si vous voulez, on ne va pas connaître de la manière quelqu'un qui a commis un meurtre de sang-froid de quelqu'un qui a roulé à 140 sur l'autoroute au lieu de 110. C'est évident que l'échelle des peines doit exister et qu'évidemment, des peines plus longues doivent exister pour les gens qui commettent les infractions les plus graves. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas surestimer que la gravité de la peine soit un élément de frein au moment où les gens commettent des infractions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, si vous voulez, on est très très loin de ça. Si vous voulez, le problème aujourd'hui n'est pas de dire je vais être tranquille. De toute façon, vous savez, il y a déjà des gens aujourd'hui, moi aussi je suis en train de connaître, j'en ai connu des gens, ils allaient en prison comme ils ont été jeunes et souvent, après la prison devenait leur lieu structurel. J'ai connu des clients, on se battait pour les faire ressortir. Il y en a un, j'ai d'ailleurs arrêté de le défendre un moment parce que, à part qu'il escroquait toutes les femmes en les séduisant, enfin bon, c'est un autre problème. Mais on se rendait compte, ça ne servait à rien, effectivement, de le remettre, de se battre pour que la peine soit la moins lourde, parce que de toutes les façons, il avait structuré que la prison était sa maison. Donc vous avez des gens qui font comme ça. Mais pour la plupart des gens, si vous voulez, le problème, il est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la question, c'est est-ce qu'une fois qu'ils sont en prison, vous avez donné une autre perspective aux gens que la prison est recommencée ou pas ? C'est ça le vrai problème. Quand vous dites le confort, c'est pas confortable. D'abord, de toute façon, la prison, vous savez, c'est jamais confortable. Hein. La privation de la liberté, malgré tout, même si aujourd'hui, on dit vous avez le droit à la télé, même si on dit vous avez le téléphone, il y a des gens qui vont dire 5 étoiles, vous avez le droit peut-être un jour à l'Internet. On dit qu'effectivement, il y a les unités de vie qui sont le fait que dans certaines prisons, en France, c'est assez peu répandu. Vous puissiez même avoir des relations donc, avec vos amis, des relations sexuelles, etc. Bon, même s'il n'y a pas d'unité de vie aujourd'hui, il faut savoir que dans les prisons... les surveillants, même dans les maisons d'arrêt, dans les centrales encore plus, tolèrent en fait dans les parloirs très souvent effectivement des relations sexuelles. Les bébés prisons sont un phénomène assez fréquent. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est le contraire. Le vrai problème aujourd'hui, c'est d'éviter justement qu'il y ait des gens une telle tension interne dans les prisons que la seule issue qu'ils aient, c'est de recommencer et de s'enfermer, s'inscrire dans ce système-là. Dire le paradoxe, c'est pas ce que, c'est par rapport à votre question, je la comprends, mais en fait, on se rend compte que c'est exactement le contraire. Plus les gens dans la prison vont avoir des tensions, plus ils sont dans la souffrance, plus ils sont dans l'insatisfaction dans la prison, plus ils ont tendance à se constituer d'abord dans un groupe, donc dans un rapport de force, et être dépendant de gens qui vont leur assurer un minimum de tranquillité, qui sont les caïds, parce qu'effectivement, il y a le caïd en prison, et plus ils auront tendance à recommencer, parce qu'effectivement, la souffrance qu'ils ont connue en prison, les rapports de force et les brimades, ils vont avoir tendance à vouloir, d'une certaine manière, s'en venger, entre guillemets, quand ils sortent. Et donc, vous vous rendez compte qu'en fait, des gens, plus les peines sont longues, plus c'est d'attention, plus en fait, ils se disent, justement, tout ce que j'ai perdu, comme dans toutes les souffrances que j'ai eues, il faut bien que ça serve à quelque chose.
Et effectivement, quand vous sortez quelque chose, vous avez fait 10 ans de prison et que 10 ans de prison, c'était 10 ans de souffrance, d'insatisfaction, ben, qu'est-ce qui vous reste en sortant? Vous dites, si on vous propose un boulot SMIC au Monoprix du coin, vous dites, déjà j'ai pris 10 ans et maintenant je vais me payer le Monoprix, je ne vais même pas boucler fin de mois, ben, quand mon copain m'a proposé d'aller braquer une banque ou faire du trafic de cocaïne, et là je vous donne des exemples concrets, je vous parle à de gens que j'ai connus, des gens que j'ai assistés. Le gars, on va dire, tu vends de la cocaïne, ça te permettra de connaître du beau monde, parce que quand on vend de la coke à des gens, entre guillemets, du beau monde et du spectacle, etc., et tu vas pouvoir faire de l'argent, il aura plutôt tendance à faire ça, parce qu'effectivement, il s'est dit, au moins d'une certaine manière, voilà, les 10 ans que j'ai... Alors c'est absurde, parce qu'il va y retourner, 9 fois sur 10, il y retournera. Mais oui, contrairement à ce que vous dites, je pense que plus la prison est un endroit difficile, plus ça a tendance à ce que les gens qui en ont subi longtemps se disent, il faut d'une certaine manière que je compense la difficulté que j'ai connue. Et que paradoxalement, d'ailleurs, vous vous rendez compte que les gens qui en prison ont pu, parce qu'ils ont eu la volonté, réétudier, retravailler, avoir des conditions, peut-être des détentions plus tranquilles, etc., plus ces gens-là, en général, quand ils sortent, effectivement, ne récidivent pas. Parce que leur temps de détention leur a servi à quelque chose qui leur permet d'envisager éventuellement une activité à l'extérieur. Donc c'est pour ça que, vous voyez ce que je veux dire, je comprends la question, mais en fait, alors après, vous vous direz, mais si c'est trop confortable, à la limite, ils vont se dire, pourquoi j'ai 10 ans, j'ai pas de problème de... Ce que je disais tout à l'heure, vous aurez évidemment des gens qui vont se dire, si la prison est confortable, autant être là, j'ai pas de problème de charge, j'ai pas de problème de fin de mois, je suis nourri, je suis logé, je suis relativement tranquille. Ça existera, vous aurez toujours des gens comme ça. Mais c'est pas ça qui les amènera non plus à faire une infraction grave. Ça, c'est de la petite délinquance. Ceux qui retournent en prison, c'est des gens qui ont fait une petite escroquerie, qui vont faire un truc parce qu'ils sont paumés dans la vie. Et ces gens-là, en général, si vous y retournez en prison sur des peines... vous dites c'est de l'escroquerie ou du vol à l'étalage, etc. Les grands criminels, c'est jamais que la peur de la prison qui les arrête. Et par contre, inversement, une prison qui permet d'avoir un temps de réflexion, d'études, de socialisation, en général, ça permet à ce que les gens, quand ils sortent, puissent avoir une autre alternative. Ça, c'est une expérience pratique. Même là, je vous parle, je ne parle pas de statistiques, mais dans les gens que moi j'ai connus en prison, si vous voulez, des détenus, on se rend compte que ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir après, c'est les gens qui en prison ont pu faire un peu autre chose, ont pu avoir accès à quelque chose d'autre. Et ceux qui ont été simplement retrouvés des cercles, des réseaux, si vous voulez, des discussions, etc. En général, ces gens-là, malheureusement, vous les retrouvez 6 mois, 1 an après, ils vous disent « Ah oui, j'ai pas écouté ce que vous m'avez dit ». C'est pas moi le micro, hein. Quentin Pouille un peu. Merci. J'aimerais ajouter, peut-être faire un constat, que ce qu'on vient d'entendre, c'est la réalité et c'est un constat vécu dans ces établissements. Mais est-ce que l'État, il investit pour changer cette situation et opter plus pour le redressement que pour l'application des peines, tout en sachant qu'un budget énorme est débloqué pour ce système, et ça reste quand même sans résultat, ce qui interprète un échec de cette politique pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on peut quand même conclure? Oui, non, je ne suis sûrement pas le représentant de l'État. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un gâchis. Quand on voit les sommes considérables qui sont dépensées pour effectivement simplement la construction de prisons par rapport, si vous voulez, à la réflexion, c'est totalement absurde. Ce que je donnais l'exemple tout à l'heure de la Condé-sur-Noireau, qui est la dernière centrale dite pour les peines, et on a mis cette centrale-là qui a coûté très cher, qui n'a pas été réfléchie, qui fait que les gens dedans ne peuvent pas discuter entre eux, et en même temps, on a mis dedans que des surveillants. Les surveillants qui ont été des surveillants stagiaires, ce qui fait que cette prison est aujourd'hui... Même les surveillants ne veulent plus y aller, les avocats n'y vont plus, parce on s'est dit que pour les gens les plus difficiles, on a des gens qui sortaient de l'école de l'administration pénitentiaire, qui avaient 25 ans, qui n'avaient aucune expérience. Donc on voit qu'il n'y a pas de réflexion véritable sur la politique pénale. Ce que je dirais simplement, si vous voulez, sur ce point, c'est que je dirais aussi que quand même, quelque part, ça dépend un peu de tout le monde, ça dépend aussi de chacun d'entre nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même un peu ce consensus, et c'est pour ça que je dirais que ça me semblerait important qu'au moins les étudiants en droit aient une autre vision. Il y a un peu un consensus sur le fait de dire, si vous voulez, de la prison,
on ne veut pas trop en entendre parler et on ne veut pas trop en entendre parler, en gros, si vous voulez. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Je vous dis, moi, on fera un sondage aujourd'hui, je dirais en France, voilà, quelqu'un sort de prison, il aura une priorité pour un travail. Est-ce que les gens vont voter oui? Ils vont pas dire oui, déjà qui disent priorité. Bon, il y a déjà certains qui ont des positions en disant priorité déjà aux Français sur les autres. Si on dit aux gens priorité à des gens qui sortent de prison, est-ce qu'on est prêt à dire? Ce qui pourtant est une réalité. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est un intérêt de se dire quelqu'un, il vaut mieux qu'il trouve un travail. Parce que si quelqu'un, quand il sort de prison, il n'a pas de travail, il y a 95 chances sur 100 qu'il va recommencer. Donc on a intérêt, si on veut éviter que cette personne recommence, quitte à lui donner d'ailleurs, si vous voulez, des sanctions. Moi, je serais partisan, il ne s'agit pas de dire on donne un travail en disant par contre, si effectivement il ne va pas à son boulot, on pourrait très bien imaginer des systèmes, quand vous dites, il y a des systèmes relativement simples. Vous êtes condamné à 2 ans de prison, monsieur, vous faites que 6 mois, au bout de 6 mois, vous allez travailler. Si par contre, vous ne suivez pas votre travail pendant 1 an, vous y retournez pour les 2 ans. On vous donne la chance, etc. Mais est-ce que ça, qui sont des systèmes qui expérimentent d'ailleurs dans certains pays, est-ce qu'on est prêt à le faire? Il faut la volonté politique. La volonté politique, elle suppose qu'il y ait aussi un peu un accord des gens sur ça. Parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'un slogan, et que c'est vrai qu'en apparence, dire s'intéresser à la prison, les gens ont un peu tendance à dire ces gens-là, ils ont déjà que ce qu'ils méritent, en gros. Si vous voulez, c'est un peu le point de vue. Donc c'est pour ça que c'est aussi une modification, évidemment, du point de vue des politiques. C'est un peu aussi une modification de l'état d'esprit de l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas assez. Je veux dire, l'opinion publique, si vous voulez, a tendance à considérer que la prison... ils ont que ce qu'ils méritent, que les gens, c'est normal qu'ils y restent. Quand vous leur expliquez les conséquences que j'ai essayé d'exposer un peu aujourd'hui, ce que peuvent exposer d'autres que moi, bien mieux que moi, sur les risques de récidive, etc., les gens, il faut du temps pour que les gens écoutent ça, si vous voulez. Et moi, je me rends compte que les seuls gens qui l'écoutent vraiment, souvent d'ailleurs, c'est quand les gens ils sont confrontés. C'est frappant quand vous avez des gens, je dirais, ordinaires, entre guillemets, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas prédestinés à la prison, qui sont confrontés à ça parce que quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de proche est en prison parce que pour des raisons d'infraction, souvent de gens qui perdent la tête ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est extraordinaire de voir la réaction des gens par rapport à ça, mais qui disent mais la prison, on n'imaginait pas que c'était comme ça, mais c'est un vrai cauchemar, mais il faut faire quelque chose, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut qu'ils aient connu ça par quelqu'un de proche. Alors là, vous voyez des gens, encore une fois, des gens, je dirais, ordinaires, qui ont la chance de point de vue, mais malheureusement, trop souvent, leur point de vue initial, c'est la prison, c'est un endroit, les gens n'ont qu'ils se méritent, et en plus, on ne va pas leur donner ce qu'on dit là. Je dis, quand il y a eu la télévision, maintenant le portable, avec le fait qu'en plus, une hypocrisie considérable aujourd'hui, tout le monde, si vous voulez, ceci est en plus compliqué d'un autre phénomène dont je n'ai pas trop parlé, que l'administration pénitentiaire, pour avoir le silence, est d'une hypocrisie radicale. Tout le monde, le téléphone portable étant l'exemple le plus frappant de ça. Tout le monde sait qu'en prison, tout le monde a un téléphone portable. Enfin, dès que vous avez un peu de moyens, c'est une question d'argent, c'est pas tout le monde, mais disons, dès que vous êtes un moyen riche en prison, vous avez votre portable. Moi, j'ai un client, s'il a les moyens, il va en prison en détention provisoire le soir, le lendemain matin, à 8h du matin, il nous téléphone de son portable. Il est arrivé, il a déjà à croire qu'il l'attend. Donc tout le monde sait ça, mais personne... Il faut simplement le courage politique de se dire, voilà, effectivement, on sait que c'est comme ça, donc comment, effectivement, légaliser de manière, effectivement, éviter, donc un système de contrôle, etc. Mais voilà, on n'en est pas. Bon, Delarue a fait un rapport, le contrôleur général à la détention, il a fait un rapport en disant, effectivement, il faudrait instaurer ça. Mais est-ce qu'on va avoir le courage de dire, est-ce que Mme Taubira va dire, effectivement, on met les portables en prison, moyennant certains contrôles, effectivement, parce que ça apaiserait les choses et parce que de toutes les façons ils l'ont. Avec ce que je disais tout à l'heure, le paradoxe de quelqu'un qui est présumé innocent, tant que vous n'êtes pas condamné, il n'a pas le droit, alors que normalement, quand vous êtes présumé innocent, on ne devrait avoir aucune restriction à ça. Bon, alors, bon, voilà, je le dis sur le shit, on ne va pas faire un débat là-dessus, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est la même chose. Tout le monde sait qu'en détention, tout le monde a voulu avoir... Et tout le monde sait que d'une certaine manière, on fait semblant de le chercher de temps en temps, mais qu'en réalité, la direction de l'administration pénitentiaire sait très bien que le téléphone portable et le shit font partie de ce qui permet d'éviter que les prisons soient encore plus explosives. Et qu'on vous dira que les jours où on enlève complètement, tout le monde sait que ça va exploser. Mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à discuter de ça? Et en disant, effectivement, il faut que les gens... Alors le shit, c'est un autre débat, parce que c'est un débat général qui ne concerne pas que la prison. Mais vous voyez ce qu'il y a une hypocrisie sur ça aujourd'hui dans les maisons d'arrêt, parce que tout le monde... Voilà, il ne faut pas en parler, quoi. Faut pas... une sorte de loi du silence, et on tolère, mais...
On fait pas. Je vous disais, effectivement, la question des relations sexuelles en prison, c'est un vrai débat. En fait, c'est toléré, mais des unités de vie en France, je crois qu'il y en a 2. Elles devaient être mises partout. Il y en a 2, je crois, qui fonctionnent en France aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Ça se passe, la centrale de moi j'étais il n'y a pas longtemps, j'ai visité à cause de l'évasion. En réalité, si les détenus descendent leur matelas avec eux, il y a d'ailleurs le stock de matelas qui est à côté, et c'est des cellules comme ça où il y en a avec les familles, donc c'est des cellules qui font à peu près, enfin pas les cellules, mais les endroits, les parloirs, ils font à peu près 2 mètres sur 1, bon voilà, et alors en fait, les surveillants, comme les surveillants savent, ils n'ont pas le droit, mais ils le font, mais effectivement, ils ne font pas le tour des cellules, ils laissent les gars pendant 2 heures tranquilles, parce qu'ils n'ont pas à les embêter, mais c'est pas organisé en tant que tel. C'est en même temps, quelque part, en même temps, c'est sordide. C'est en même temps, c'est entre les deux, c'est une sorte d'hypocrisie, on accepte, mais sans le reconnaître ouvertement. Ce qui fait que ça crée en même temps des tensions. Donc c'est vrai qu'aussi, effectivement, si un jour, un surveillant, lui, veut faire le petit, parce qu'il y a des surveillants, il reste des surveillants, bon, il y en a, contrairement à ce qu'on pense, la plupart, je pense, ont une vraie volonté de faire quelque chose. Mais bon, il en reste des qui jouent le petit pouvoir, hein, comme il ne faut pas se faire d'illusions. Bah, effectivement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, il y en a un éventuellement qui dise au gars, il va taper à la porte. C'est interdit, là, qu'est-ce que vous faites là bon, voilà. Ce problème-là, c'est une administration qui veut trop, encore être trop, qu'on ne parle pas de ce qu'elle fait, enfin, qui veut le silence, et une opinion publique qui, quelque part, quand même, s'en satisfait, quoi. C'est un peu ça. C'est ce couple-là qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont difficiles. À mon avis. Il y en a 2. Il y a le jeune homme, là, il était depuis au moins, je peux témoigner, ça fait au moins 20 minutes hein, qu'il est. Comment sont fixées les sanctions disciplinaires et comment sont fixées? Est-ce qu'il y a un code ou c'est dans les différentes prisons? Les sanctions disciplinaires, si vous voulez, pour les détenus, les sanctions disciplinaires, c'est essentiellement ce qu'on appelle effectivement le placement en cellule d'isolement hein, pendant jusqu'à une durée qui peut aller jusqu'à 30 jours. Enfin, vous avez un double système, vous voyez ça, hein, qui est donc la mise à l'isolement dans ce qu'on appelle le quartier disciplinaire, hein, si vous voulez. Donc où là, le quartier disciplinaire, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas la télévision, enfin vous avez droit quasiment rien, quoi. Pour dire en gros, hein, une cellule du quartier disciplinaire, c'est une cellule où il y a pas grand-chose, qui est plus petite que les autres d'abord. Et donc évidemment, vous n'avez pas tout votre matériel. Vous avez une restriction effectivement à ce moment-là même des sorties. Quand vous êtes en quartier disciplinaire, si vous aviez un travail, vous ne pouvez pas aller travailler, etc. Donc vous y restez, à part la promenade, 1 heure par jour, vous y restez tout le temps. Et puis, il y a une double sanction. Quand vous avez une sanction disciplinaire de ce type-là, c'est qu'en même temps, ça enlève des remises de peine. Normalement, la règle, et d'ailleurs maintenant, ça marche dans l'autre sens. Normalement, quand vous êtes condamné à 1 an de prison, vous avez 3 mois de remise de peine, 3 mois de remise de peine. C'est-à-dire sur 1 an, vous avez 3 mois en moins, qui peut monter jusqu'à 4 mois. Si vous avez une sanction disciplinaire, cette remise de peine est remise en cause. C'est-à-dire que disons que vous avez 1 an, vous faites 9 mois, voire 8 mois. Si vous avez une sanction disciplinaire, à ce moment-là, les 3 mois qu'on vous a enlevé de remise de peine, on vous les remet. C'est d'ailleurs pour ça, si vous voulez, c'est cet élément-là qui a permis à un moment qu'on obtienne que dans les sanctions disciplinaires, soit maintenant, et c'était la Cour européenne de Strasbourg hein, d'ailleurs, soit reconnu comme la présence, comme un tribunal où il doit y avoir la présence d'un avocat, et le principe du contradictoire, parce qu'effectivement, on a dit, en réalité, ces sanctions disciplinaires ont un effet direct sur la détention. C'est ça qui était le fondement de l'idée. Ce n'est pas qu'une sanction disciplinaire, c'est aussi en réalité, c'est une sanction judiciaire de fait, puisque ça réaugmente la détention de la personne. Et donc, il faut effectivement que ça soit un tribunal et non pas simplement du pouvoir seul de l'administration pénitentiaire, comme ça l'était encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, je dirais à peu près une quinzaine d'années à peu près, où à ce moment-là, les sanctions étaient uniquement prises par l'administration pénitentiaire. Au niveau du barème, des sanctions, c'est entièrement libre ou il y a... Oh non, c'est de 0 à 30 jours, si vous voulez. Ça peut être prolongé à 45, mais normalement, c'est jusqu'à 30 jours aujourd'hui. Enfin, c'est limité maintenant. Ça peut être éventuellement renouvelé. Non, c'est en fonction, il n'y a pas de barème strict. Il n'y a pas, si vous voulez, comme le délictuel et le criminel en matière. Ouais, alors après, si vous voulez, le problème étant qu'il y a quand même aussi...
Et quand même de plus en plus, quand même aussi, une sanction pénale directement. Dire qu'en fait, si vous voulez, quand même les infractions maintenant des détenus sont, quand ils font une infraction, ils passent devant un tribunal correctionnel classique, si j'ose dire. C'est-à-dire que normalement, je veux dire, par exemple, les blessures volontaires importantes sont jugées par le tribunal correctionnel. Reste au niveau des sanctions disciplinaires. Donc effectivement, maintenant, les sanctions disciplinaires sont plutôt pour les cas les moins graves. Le problème, c'est qu'après, les tribunaux correctionnels vont vous dire qu'ils sont encombrés, donc ils ne veulent pas... Mais par exemple, la détention, théoriquement... Par exemple, la détention d'un portable, c'est à l'appréciation de l'administration, en réalité. Ils peuvent très bien passer en sanction disciplinaire, ou ils peuvent envoyer la personne devant le tribunal correctionnel. Après, ça dépend... Après, si vous voulez, ça dépend des règles internes, ça dépend du directeur de la maison d'arrêt ou de la centrale, ça dépend du détenu en question, ça dépend s'il est entre guillemets en récidive pour ça, ça dépend, j'allais dire, de la politique pénitentiaire, de la politique pénale entre guillemets du directeur d'une maison d'arrêt. Et pas seulement du directeur, de celui qui est le chef de détention, parce que dans les maisons d'arrêt, dans les centrales, celui qui a beaucoup de pouvoir, c'est le chef de détention. Donc après, ça dépend. Vous avez une fille qui avait... Non, elle n'a plus. On arrête. Non, attendez. Il faut parler au micro, sinon on s'enregistre. Bonjour. J'ai eu un coup de cœur il y a un certain temps sur un documentaire sur une prison très populeuse en Inde. Et la directrice avait mis en place un moyen assez original, surtout pour nous occidentaux, pour gérer un peu mieux les conflits, l'ambiance à l'intérieur et aussi les cas de récidive. Il s'agissait d'une méditation vipassana. Ce que j'aimerais savoir, ce n'est pas votre avis sur ce procédé, mais j'ai appris depuis qu'il y a des pays voisins à la France qui ont tenté, et j'aimerais savoir si l'administration pénitentiaire est un peu ouverte à des expérimentations ou pas du tout. Je ne sais pas comment ça peut se mettre en place. Non, si vous voulez, je pense que... Non, il y a des expériences, et d'ailleurs, Jean-François Forger a pu dire, depuis qu'il dirige son syndicat, il voyage beaucoup à l'étranger pour justement voir un peu des expériences. Moi, je n'ai pas vu un film sur l'Inde, mais j'avais vu un film sur une prison, je crois que c'était en Malaisie, je ne sais plus où, qui était assez intéressant aussi sur la manière dont les gens traitaient collectivement les questions. Par exemple, mais... ce que je disais tout à l'heure, que l'administration pénitentiaire française est un peu encore au Moyen-Âge, je pense qu'elle est très arriérée sur ce point, parce qu'il est évident que la question, par exemple, de la réflexion collective, les formes d'expression collective, que ce soit la méditation ou autre, après, ou même du débat collectif, par exemple le fait de discuter, que des détenus puissent discuter collectivement avec l'administration des choses, etc., qu'il y ait des formes de réflexion, c'est tout le monde, enfin, dans les gens qui réfléchissent sur la prison, disent évidemment qu'il faudrait qu'il y ait des pratiques de ce type-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des pratiques où les gens ont une aspiration collective, puis c'est le mode d'expression éventuellement collective. On ne parle pas forcément de syndicats de détenus, mais de modes d'expression collective, voire des pratiques collectives, voire des débats. Ce qu'on disait tout à l'heure, le tribunal public, effectivement, qui éventuellement y est sur un certain nombre de comportements, ce qu'il y a dans d'autres secteurs, dire dans des comportements, quand des fois il y a des problèmes, les gens, vous n'êtes pas dans un rapport individuel à la sanction, vous pouvez, quand il y a un problème, je dirais dans une fac ou ailleurs, il peut y avoir un problème, on en discute entre les gens avant de se dire c'est la sanction ou vous allez voir le chef, ça va être pompon sur les fesses. Qui est souvent un mode de résolution des conflits qui n'est pas simplement dans un rapport purement hiérarchique ou purement disciplinaire ou de sanction. Ce type de réflexion, à ma connaissance, je ne dis pas qu'il y a au niveau de l'administration pénitentiaire en France quelqu'un qui pense dans l'administration de... Mais pour ce que j'en connais, malheureusement aujourd'hui, c'est encore très en retard sur ce point. Les pratiques collectives, alors il y a des pratiques collectives de sport, etc. et tout, mais des pratiques dont vous dites là, de type de réflexion, voire je dis de discussion simplement collective sur telle ou telle question, etc., sont des choses qui sont très peu pratiquées. Même au niveau des surveillants, je veux dire, c'est frappant. Moi, j'ai connu un moment un mouvement de grève de surveillants. Parce que le directeur, si vous voulez, il y avait un système d'appel qui était aberrant dans la centrale. Enfin, c'est un centre de détention. Le système d'appel, il y avait 3 appels par jour pour vérifier qu'il est présent. C'était aberrant parce que ça bloquait tout et ça gênait aussi bien les détenus que les surveillants, tout le monde. Et en plus, ce n'était pas efficace.
si vous voulez, le fait de dire les surveillants sont réunis entre eux et pour une réflexion collective, le directeur ne voulait pas en entendre parler. Ils avaient une réflexion. Pour vous montrer à quel point c'est encore très, très, très arriéré sur ça, c'est que la réflexion collective n'a pas vraiment la parole encore dans les maisons d'arrêt. Alors, forcerie pour les surveillants et a forcerie pour les détenus, si vous voulez. Alors que je pense qu'effectivement, moi je suis convaincu que comme toute structure sociale, je disais tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir des moments... Alors, c'est pas facile dans une prison, parce que bon... Il y a des gens, vous ne pouvez pas mettre comme dans un amphithéâtre ici. Si effectivement il y a 200 détenus que je suis tout seul, il peut y avoir un problème. Mais ça peut exister quand même. Il y a des moyens de trouver, il y a des solutions à trouver pour qu'il y ait effectivement une vraie échange collectif qui permet de traiter des tensions sociales, des difficultés. Malheureusement, la France là-dessus est encore très en arrière. Sûrement sur l'Inde. Et je dis d'ailleurs, on se rend compte quand on regarde qu'il y a des pays où effectivement on dit soi-disant moins développé que la France, où il y a beaucoup plus de réflexion qu'en France sur les questions des détentions. Souvent d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens plus en détention qu'en France. Donc du coup, il y a une contrainte à une réflexion là-dessus. La France, sur ce point, est encore et pas dans le top 5, ça c'est sûr. Clore notre conférence par ces derniers échanges. Je voudrais bien évidemment remercier Pascal Winter de s'être déplacé depuis Paris pour nous entretenir de ce sujet. Je crois, pour terminer, ce qui me semble important de souligner dans cette rencontre, c'est non pas tellement d'avoir constaté que les prisons sont en mauvaise situation aujourd'hui et que la France a mal avec ses prisons, aussi bien que les détenus d'ailleurs, puisque ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement, non seulement les détenus sont en souffrance des prisons, mais aussi le rapport des Français de ceux qui vivent en France avec la prison. Ça me paraissait important, mais ce qui me paraît le plus important, c'est d'essayer d'avoir réussi à dire que, bien, il y a un certain nombre de points qui peuvent évoluer et qui ne sont pas forcément des points absolument essentiels et structurants de l'architecture de la prison et de son fonctionnement, mais un certain nombre de points minimes sur lesquels il serait aisé de faire évoluer la situation. Dire que, bien sûr, il faudrait que dans un monde idéal, il n'y ait pas de prison et qu'il y ait simplement des centres de rééducation, c'est formidable. Mais je crois que le plus difficile dans l'affaire, c'est peut-être de cerner aujourd'hui quels sont les petits leviers que l'on pourrait actionner. Et là, je crois que l'intervention de Pascal Winter a été précieuse, puisqu'il a désigné un certain nombre de points délicats, pas très importants, mais qui pourraient être changés et qui pourraient être à la portée des politiques courageux. Et bien évidemment, la conclusion, et sa conclusion et la mienne aussi, c'est que la question de l'évolution de la prison et la résorption de la crise, c'est d'abord et avant tout une volonté de politique judiciaire et de courage. Parce que dans l'ensemble, nous avons tous, un peu ou beaucoup, tendance à considérer que les prisons, il ne faut pas trop en parler parce que c'est la face noire de notre société. Je vous remercie pour votre attention et je crois que nous pouvons remercier Pascal Winter en l'applaudissant.